Alors, en fait, c'est ça, les diablotins historiques, je sais pas, est-ce que Franck, tu les as spoilés un peu ou ils savent rien de rien? Ah, ben, je leur ai parlé du programme qui s'en venait un peu, là, mais dans les grandes lignes, là, Ok. seulement. Ah, bah c'est parfait. Mais en gros, c'est ça. On va profiter de cette séquence Kingdom Come Deliverance 2. On va profiter pour vous parler d'histoire, mais aussi de cette histoire, comment on la retrouve aujourd'hui dans différents loisirs. Ouais. Aujourd'hui, je suis dans le sous-sol de l'église Saint-Jean de Berchmans à Montréal et je suis accompagné de plusieurs groupes qui pratiquent des sports très particuliers. En fait, Kingdom Come a fait plus que nous offrir un aperçu du combat historique, mais il nous a vraiment replongé dans une époque et on va regarder un peu comment il a fait ce petit tour de passe-passe et comment il s'est débrouillé pour pas juste qu'on joue dans le Moyen-Âge, mais qu'on se sente dans le Moyen-Âge, qu'on y vive et surtout, bah, si vous êtes assez bon, qu'on y survive. Et ben, d'ailleurs, justement, si on commence par parler un peu plus du contexte historique de Kingdom Come, donc Kingdom Come Deliverance 1 et 2, ça se déroule au 15e siècle dans le royaume de Bohême. Mais comme première question, j'ai envie de te poser en fait comment le jeu va refléter les tensions politiques et sociales de l'époque, comme par exemple les conflits entre les nobles et la montée en puissance des roturiers. Alors, ça, c'est super intéressant parce que justement, on se trouve, comme tu dis, dans une période charnière. Ce qui s'est passé, c'est que dans la deuxième moitié du XIVe siècle, donc je crois aux alentours de 1350, son couronnement jusqu'à malheureusement son décès en 1378, c'est le roi Charles IV qui règne sur la Bohême. Il est aussi non seulement roi de Bohême, mais aussi empereur du Saint-Empire romain germanique. Je vous rappelle que ça, c'est pas forcément héréditaire, ça passe par un collège électoral, si je me souviens bien. Ouais, exact. Et donc, en ce moment, donc, il porte un peu tous les chapeaux et avec un super succès. Si vous avez la chance de visiter Prague, que ce soit live ou sur Google Maps, vous pourrez encore y voir certaines de ses réalisations. On parle dans plusieurs articles finalement qui résument cette période d'un âge d'or pour le royaume de Bohême. Malheureusement, non seulement à son décès, on assiste à une crise un peu de succession. Son fils Venceslas IV, qui va reprendre le flambeau, n'est pas à la hauteur. Mais c'est pas juste le personnage qu'on va décrire dans le jeu comme un ivrogne notoire, mais ça se cumule aussi avec des situations mais qui sont un peu hors de son contrôle. En 1380, c'est la peste noire qui ravage le royaume de Bohême. Alors, ajouté aux tensions sociales, parce qu'évidemment, on a une espèce de montée de la noblesse. En 1402, on va en parler, il faut qu'on parle de Jean Hus, mais je veux pas exploser dans tous les sens. Mais il y a une espèce justement de schisme qui va se créer, un schisme religieux. Et là, si tu veux diviser ta population, rien de mieux que de diviser ta religion. Nous avons donc l'apparition des Hussites. Ça va venir jeter de l'huile sur le feu. On a Sigismund qui, lui, a des vues justement sur le trône de Bohême. Donc Sigismund, le demi-frère de Venceslas IV, qui lui se dit, bah écoute, tant qu'à faire de la merde, moi je vais y aller, ça va être mieux. De son côté, il combat contre des Ottomans. C'est d'ailleurs drôle qu'on retrouve des Koumans. D'ailleurs, comment tu prononces? Comment je l'appelle Kouman, mais est-ce que c'est Kouman? Les peuples J'avais mercenaires joué, qu'on trouve dans Kingdom Come. ouais, j'avais joué, ça dépend en quelle langue tu le joues, parce que moi, le premier Kingdom Come, j'y avais joué en français, et il disait seulement Kouma. Ok, parfait. Ouais, à la Mais dans française, le fond, vraiment. au pire, si on se souvient pas bien de leur nom, on doit se souvenir que dans le premier jeu, il y avait des bonus si vous collectionnez leurs oreilles. Oui, c'est vrai. Voilà, ils nous ont marqué au moins pour ça. Hein. Business lucratif. Puis ça va être très intéressant de pourquoi des Ottomans viennent rejoindre Sigismund dans son combat un peu pour le royaume de Bohême, dans cette espèce d'opération de déstabilisation. Puis c'est ça qui va nous amener un peu plus tard, je sais pas si tu avais prévu d'en parler ou pas, mais de la montée du mercenariat en Europe. Et ça, là, les gars, c'est un sujet passionnant. Les diablotins, là, il n'y avait pas de meilleur contexte historique pour présenter un peu un roturier et son ascension dans les classes, dans les strates de la noblesse. Alors attention, il y a quelques raccourcis, mais je vais vous parler de ça à travers quelques personnages historiques. Ça va nous inspirer un peu pour suivre un peu le parcours de notre héros de Kingdom Come. Puis, ça fait le pont en plus ça. avec ma deuxième question où, ben, justement, le jeu s'inspire, comme tu l'as dit depuis tantôt, de personnages et d'événements réels. Comme tu as parlé de Sigismond de Luxembourg, tantôt j'en ai parlé aussi un tout petit peu en intro. Puis justement, ben, dans quelle mesure ces éléments-là historiques, est-ce qu'ils sont fidèlement représentés dans le jeu? Donc ça fait un peu le pont vers l'autre. Tu t'en allais, je sentais que ça faisait le pont vers cette question-là. Alors, ouais, c'est ça. Puis ce qui est génial, en fait, c'est que au final,
L'arrière-plan historique va donner le prétexte de l'aventure, puis ça c'est trop bien parce que ça permet d'ancrer toutes les aventures dans un contexte qui est hyper crédible. C'est vraiment arrivé, ce sont des événements qui sont en train de se dérouler. En 1402, 1401 ou 1402 justement, Sigismund a réussi à faire prisonnier Venceslas, et c'est à ce moment-là justement notre aventure dans Kingdom Come débute, je crois, en 1402 ou 1403. Non, 1402. 1403, ouais. C'est pas mal là. 1403, ok. Et donc on se retrouve vraiment dans cette espèce d'imbroglio de déstabilisation politique, ces attaques, ces raids de la part de mercenaires. Je peux pas les appeler écorcheurs, je peux pas les appeler condotérés. Ça va être d'autres strates géographiques, mais on comprend le système. On a des soldats qui sont au service d'une noblesse qui va les rémunérer grassement en échange de leurs exactions sur des populations civiles afin de déstabiliser le pouvoir. Ça va être super intéressant de parler de ça. Est-ce qu'on a une période anecdote croustillante? C'est plus tard ou c'est maintenant? Si tu vas en dire une maintenant, pourquoi pas? Alors, je vais en profiter. J'ai découvert un truc en faisant des recherches sur Sigismund. Ah ouais? Donc, le fameux demi-frère qui va venir mettre le bordel au royaume de Bohême. Saviez-vous que dans les années 1430, il fait partie des fondateurs d'un ordre religieux chargé justement de défendre la chrétienté en Europe? Et de qui il s'agit? C'est l'ordre du dragon. L'ordre du dragon. L'ordre du dragon. Est-ce que ça vous parle de quelque chose? C'est la première fois que j'entends parler de cet ordre-là. Honnêtement, je savais même pas qu'il y avait un ordre qui s'appelait comme ça. C'est quand même assez badass comme nom. C'est Dracula! C'est Dracul! Wow. Vlad Dracul tient son surnom du fait qu'il était affilié à l'ordre du dragon. Ah Alors, ouais, attention à pas confondre avec Vlad l'Empaleur, lui Vlad Tepes, mais Vlad Dracul, son père, lui, donc faisait partie de l'ordre du dragon. Le père de celui qui a inspiré les vampires, là, qui empalait du monde. Et voilà. Wow. C'est pas malade. Il y a tout partout. C'est incroyable. C'est vraiment intéressant. Puis, justement, si on revient un peu sur les roturiers, le jeu met en scène justement un héros roturier, Henri, qui évolue dans un monde qui est dominé évidemment par les nobles. Et lui, il doit cheminer dans cet univers-là parce que il perd tout, il perd ses parents. Là, finalement, il se fait ramasser par un seigneur justement qu'il prend sous son aile, le seigneur du village où il habitait. Puis là, finalement, on voit vraiment à travers tout le jeu, le premier Kingdom Come Délivrance. Là, dans le deuxième, justement, Henri est rendu à ce stade-là. On voit vraiment la montée d'un paysan, un roturier qui sait pas se battre, qui est jamais sorti de chez lui, qui est vraiment le paysan lambda là, finalement de l'époque. Et est-ce que c'est réaliste pour l'époque qu'un roturier puisse avoir une ascension aussi fulgurante que ça, acquérir des compétences martiales, savoir faire de l'équitation, devenir l'homme d'armes d'un seigneur, gravir comme ça les échelons sociaux? Alors, c'est super intéressant comme question parce que du coup, c'est vachement romantique et c'est vachement inspirant un peu cette espèce de, si je veux faire un parallèle vite fait avec le Skywalker perdu au milieu du désert qui devient le sauveur de la galaxie. Mais en fait, c'est pas aussi simple. D'abord, il faut savoir que tout ce qui est activité martiale, toi t'as entendu les coups d'hier taper sur la table, c'est ça? On entend un peu les bruits d'épée en arrière aussi de la pratique d'escrime. C'est pas parfait ça comme ambiance. Quand même. Il faut savoir que tout ce qui était activité martiale, de base, va être pas seulement réservé à de la noblesse et de l'aristocratie, mais aussi à des classes aisées. Pourquoi? C'est parce que quand vous avez des levées, c'est-à-dire on va recruter ces hommes d'armes, ils doivent fournir leur équipement. Et ça, c'est pas n'importe qui peut se payer un équipement. Donc, selon votre statut social, ça va automatiquement, en quelque sorte, déterminer aussi votre statut de soldatesque, puisque ça sera avec l'équipement que vous pouvez vous payer. Alors, il y a aussi un truc qu'il faut savoir. J'ai fait quelques recherches et même moi, j'avais un héros qui retraçait un peu le chemin de ce personnage. J'avais adoré l'histoire de John Hawkwood. John Hawkwood, ceux qui connaissent pas, c'est un mercenaire très célèbre de l'Italie du début 15e siècle, fin 14e, début 15e. Et l'idée, en fait, c'est que John Hawkwood, alors quand on lit rapidement, c'est un fils de tanneur qui devient un des plus grands leaders militaires chez les condottieri. Donc les condottieri, ce sont ces mercenaires italiens. Puis évidemment, on se dit waouh, mais c'est trop bien quoi. Le gars, c'est un fils de tanneur. Quand on fouille un peu, il y a deux choses que je dois relever, à la fois pour notre héros dans Kingdom Come, Henry, et aussi pour John Hawkwood. John Hawkwood, son papa, le tanneur, c'était pas juste le tanneur du coin, c'était en fait aussi un propriétaire terrien, c'était quand même un bourgeois assez bien établi. Pour ce qui est de Henry, on découvre, mais je vais pas vous le spoiler, qu'il est pas si roturier que ça finalement. Et ça aide. On n'en dit pas plus, mais ça aide évidemment dans son ascension sociale. Ça va être un marqueur un peu comme qui va permettre toute cette aventure et surtout de se faire considérer. Ce qui est génial dans le jeu, c'est qu'il considère énormément l'impression que vous allez donner au PNJ, que ce soit par votre
votre apparence physique, donc votre soin et votre hygiène. Alors ça, c'est génial parce que justement, on est dans un jeu qui vient nous casser les codes du Moyen-Âge dans les jeux vidéo, le côté crado, le côté gris, le côté brun, le côté crotte. Non, tu te laves ou tu restes avec les pécores. Et même encore, les pécores ont accès à leur... Et même les pécores ont accès à leur bassine, justement, tu les utilises dans le jeu, à utiliser absolument pour votre toilette. Votre apparence physique et vos Comment les gens vont réagir à ton personnage aussi. Vos vêtements doivent être soignés et c'est ainsi que vous ferez la meilleure impression sur les castes sociales plus élevées. Et ça, je trouve que ça a une très très bonne représentation de c'est avec vos moyens que vous représentez des vêtements riches, des vêtements colorés et c'est avec ça qu'on assoit son statut déjà simplement de manière physique. Pas besoin de sortir toujours le parchemin qui présente un peu votre hérédité, les lettres de noblesse. Donc, oui, finalement, comme tu dis, dans le jeu, on voit effectivement, pour avoir fait le premier Kingdom Come, puis de ce que j'ai vu dans les extraits vidéo, le deuxième est pas mal dans la même lignée. Oui, effectivement, les environnements très colorés, l'habitude justement de se nettoyer, de prendre soin de son apparence et tout ça. On le voit effectivement très, très bien abordé, mis à part, on va dire, l'hygiène et les couleurs. Si on parle, par exemple, en termes d'équipement, de formation, de rôle sur le champ de bataille, est-ce que tu sais comment le jeu aborde les différences entre les combattants nobles et roturiers? Alors, ça va être génial, justement, on va parler un peu de technique de combat, on va parler un peu de réalisme du jeu. Donc là, pour vous en parler rapidement, oui, tu parlais de pratique, évidemment, le jeu ne vous pardonnera pas, vous ne pourrez pas faire un speedrunning dans ce jeu. Vous allez devoir, si vous voulez être bon à l'épée, vous allez devoir pratiquer l'escrime. Si vous voulez être bon en armure, vous allez devoir apprendre à forger. C'est encore plus vrai pour Kingdom Come Deliverance 2, où il y a une introduction à la forge cette fois. On va aussi voir un peu du côté des équipements et des armes. Et écoute, si on a un peu enrobé le côté historique, je te propose d'aller voir quelques groupes qui, eux, vont nous parler du côté pratique et donc de la baston. Qu'est-ce que vous en pensez, les Diabolotins? Absolument, absolument. Juste avant qu'on y aille, maintenant qu'on a beaucoup parlé de Kingdom Come, je regarderai peut-être le trailer du jeu pour justement montrer en images et en vidéo l'histoire de ce magnifique jeu-là. C'est parti! On s'enligne là-dessus, ça sera pas long. J'active le partage d'écran sur Discord pour que tu puisses voir en même temps que les gens. Hop, j'active le partage d'écran. Là, de mon bord, il faut que je change de scène sur OBS. C'est cool de voir! Ouais, on a un live Twitch. Ça va être marrant, je vais passer vous voir dans pas long pour montrer un peu les équipements. Alors, celui qui vient de passer, c'est Larry. Larry, c'est un des artisans du Québec. Ah, bah oui, je connais super bien Larry. Il fait vraiment des beaux... il fait du beau stock. Et c'est lui qui a fait le plastron! Ah ouais, ça, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Est-ce que tu avais réussi à lancer la vidéo? Ouais, c'est lancé maintenant. Oh, parfait. Donc en ce moment, nous, on écoute ou les Diablotins nous entendent encore jaser par-dessus leur vidéo? Ouais, ils nous entendent encore. Du coup, par exemple, moi, je vois pas ton écran. Je sais pas si c'est normal ou pas. Ah, OK. Est-ce que tu le vois? Tu vois toujours pas? Non. OK. Mais je t'avoue, je l'ai regardé plus d'une fois, c'est pas si grave. OK. Laissons les Diablotins en profiter. C'est bon. Par contre, il faut que les autres vidéos puissent être vues, par exemple, parce qu'on a d'autres extraits vidéo au courant de la soirée. Oui, on va être équipés. Mais là, mettons que c'est peut-être parce que tu sélectionnes pas mon partage d'écran. Si tu pèses dessus, voir. Ben oui. Fortune favors the brave. OK, excellent. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Berghoff and ride back again. So I wouldn't expect much excitement there. Hans, look at me. Alors, ça, c'est fabuleux. Les escarmouches comme ça, là. Absolument. My boy, war is a nasty business. And it is better to have your head on your neck and your foe on his knees than the other way around. These days we have all sorts of vagabonds, drifters, outlaws, and bandits roaming the country. I urge you all to be vigilant. You know who I am! You can't kill me. You're the same as me. You play the game. But you don't understand the rules. And in the end, you'll lose. I'm not like you.
Sigismund is mustering his allies and their armed forces to Kuttenberg. Alors, on va voir c'est qui se monte, Stole là. our fortresses and carried off everything that we possess. Now! Are we seriously gonna wait? Cower in a corner? Or are we gonna drive them out in shame? I remember everyone I killed. Are you sure you didn't kill someone's father or mother? War is a nasty business. Ah, il parle à son père, OK? Il y a un peu un côté spirituel là-dedans, là. Alors, ouais, ce qui est génial en fait, c'est. Bon, il y a eu plein de passages, il y a tellement de choses à dire, que ce soit sur les équipements, les costumes, les armures, l'ambiance, puis aussi cette espèce un peu de stratégie militaire. Théo qui introduit des nouveautés dans Kingdom Come 2, à savoir des nouveautés au niveau du siège. Et là, on va s'intéresser au combat. Donc, est-ce qu'on est prêt à bouger à nos premiers intervenants? Absolument, absolument. Ah, c'est un feu vert. Alors, c'est parti. Alors, on va aller se promener. Est-ce que ça marche comme ça? Vous me voyez toujours bien? Oui, on te voit bien, l'image semble quand même assez stable, donc ouais, numéro 1. Alors, tant que je tombe pas dans les escaliers, on est bon. Hein. Vous êtes prêts? On essaye. Première marche. Oh la vache! On bouge mieux qu'on pense dans ces armures-là. Hein. Alors, nos premiers intervenants en ce moment, ce sont les pratiquants des arts martiaux historiques européens. Et je vous présente les intervenants de la Compagnie médiévale. Salut tout le monde! Allô? Alors, Franck, Allô, allô? surtout, n'hésite pas à nous dire si tu nous entends bien. Ici, nous avons Blandine. Salut. Blandine, ta spécialité à la Compagnie médiévale, ça serait quoi? Daguerre à pierre. Daguerre à pierre. Oh non! Oh, wow! Ici, on a Jérôme. Et Jérôme, ta spécialité? Épée longue 15e et un peu de Messer. Oh, ça c'est très bon. On va en parler de l'épée longue parce que vous en avez vu quelques extraits dans la vidéo d'avant. Ici, nous avons Jérémy. Salut Jérémy, ça va? Ça va? T'as presque pas l'air fatigué, pas trop chaud. Et ta spécialité à la Compagnie médiévale, ça serait quoi? Je fais surtout de la destreza, donc de la rapière, de l'épée boc, puis du marteau de hussard de marche. Wow! On va avoir 2-3 trucs à vous montrer. Si je me souviens bien, on avait aussi David qui va nous rejoindre juste après pour nous parler, je pense, d'armes d'art, c'est ça David? C'est épée seule. Ah, ok, parfait. Ben là, du coup, est-ce que dans les participants qui sont là, salut, est-ce que vous aviez vu un peu quelques vidéos déjà du jeu? Est-ce que vous aviez déjà regardé des extraits, des choses comme ça? Ouais. On a fait un peu notre devoir. Oh, vous avez fait votre devoir? Oh, parfait. Ben du coup, Franck, si tu veux, on peut montrer la vidéo Diablotin, la première vidéo sur l'épée longue? Oui, absolument. Je m'enligne là-dessus, ça Ok, sera pas bien alors, long. On va se mettre comme ça on va pouvoir tous regarder la vidéo. Et après ça, à voir. Je vais remettre mon partage d'écran à l'instant. Ouais, cette fois, je vais essayer de le retrouver. Salut David, ça va? Oui, ça va vous? Ouais, bah du coup, le temps qu'il partage son écran, Franck, toi, ta spécialité à la Compagnie médiévale, c'est quoi? Oh, bah, je fais un peu d'escrime bolognaise. Ok. Donc, 16e siècle, 15e, 16e, 16e, 15e? C'est quel type d'arme, ça, l'escrime bolognaise? Bah, Il faut pas que je dise bolognaise, là, je force ma langue, là, parce que... Oh, ok, c'est une épée avec une garde un petit peu plus travaillée que les Oh, wow. épées médiévales. Protégée très beau comme lame. pour mettre ton doigt ici. Excellent. Voilà. Donc, assez long, quand même. Ah, c'est pas mal, hein? Et voilà. Excellent. Bah du coup, on est prêt pour la vidéo. Parfait. Donc, simplement me dire si vous voyez, si vous entendez, on va faire un petit test. Voyez-vous ou entendez-vous? Alors, on t'entend et on voit la vidéo. Excellent. L'important, c'est que vous voyez plus que vous entendiez. Là, donc, allez, je pars de la vidéo. Donc là, on va voir quelques petits combats à main nue. On va voir quelques combats à l'épée longue aussi. KCD2 aims to bring a unique blend of realism and fun into every part of the game, combat included. Our fighting system is built on true medieval martial arts and wrestling techniques. Les gens, quoi. Ils ont rendu plein la gueule. Thrilling and tactical. As in real combat, movement is Ouais, the tu key. vois, là. As Je is sais pas si equipping tu a remarques good la set garde of que le mec armor. avait juste avant. Otherwise, you might find yourself in Regarde la a masse. pickle. Ouais, le gars du milieu, ouais, lui, maintenant, là. Ah bah là, oui, non. Oh, bah oui. Là, il avait un chat dans la gorge. Ah ouais. Ok. Ah. Le petit coup de revers. Ah ouais. Avec le premier épisode. Oh, ça, c'est mon truc, ça. Voilà, on va finir sur le poulet tué. Ah, mais c'est trop bien.
Alors du coup, ça c'était la séquence épée longue. En ce moment, à la compagnie médiévale, qu'est-ce que vous avez remarqué des points que vous avez relevés dans cet extrait où vous dites « Ah ouais, les mecs, ils ont quand même bien fait leur boulot ». Ça serait quoi en ce moment? L'alignement de la pointe, quand il fait sa parade, il finit sa coupe essentiellement bien aligné avec la gorge de la personne. Il y a très peu de mouvement pour rentrer ça. Donc c'est vraiment le fait qu'au lieu de parer et de simplement dégager l'épée de l'autre, il reste orienté la pointe de l'arme vers sa cible. Essentiellement, tu viens te défendre en gardant une menace, en gardant ta pointe par en avant, par exemple. Ok. Donc ça c'est la première chose. Blandine, est-ce que tu as remarqué un truc en particulier? Moi, j'ai bien aimé la façon des traits latérales. Donc, on voit bien qu'il bouge ses mains et qu'il vient chercher sur les deux hauteurs. Et il y a de la diversité dans tous les jeux. On voit les passages au garde, en bas, tout ça. Ok. Moi, j'aime bien. Je trouve ça. Ok, excellent. Puis ça, David, est-ce que tu as remarqué quelque chose à part le cerveau qui gicle? Ouais, comme disait Blandine, les gardes, je trouve que c'est très fidèle un petit peu au système que nous on étudie, notamment à l'épée longue. Je trouvais qu'ils prenaient les gardes en haut, les gardes en bas, et que je trouvais que ça c'était numéro 1. Excellent. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Ouais, gros point bonus sur le finish move contre le dernier gars là. Ouais. Ça c'est un double sphère by the book. J'ai regardé ça frame par frame et c'est comme ça qu'on l'enseigne. Mais vraiment. Mais d'ailleurs là, si vous avez deux épées longues, on peut voir à peu près à quoi c'est supposé ressembler ce mouvement-là? Le dernier, oui. Ouais. Juste de voir une petite démo live à peu près, parce que là on voit que la compagnie médiévale, c'est pas juste des épées, c'est aussi l'étude d'ouvrage, c'est du boulot derrière. L'idée en fait, un peu à la manière du jeu qui recrée un environnement historique. Ici on essaye de recréer un geste martial. Alors, qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui, Jérôme? Alors voilà, c'est ça, c'est que en l'occurrence le dernier mouvement qu'il fait, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on voit bien, Franck? Oui, on voit super bien. C'est très bien illustré. Vraiment, là, on voit, c'est carrément le même mouvement, en fait, là, comme dit Jérôme. Alors là, on a David qui est chaud, il est prêt, il a déjà mis son masque, il est prêt pour la démo. Messieurs. Démo live de combat les Diablotins. Let's go. Mettez du hype dans le chat. Tu m'entends? Ouais, on t'entend bien, ouais. Oui, on voit bien, on entend Donc là, bien. on se retrouve au dernier qui va venir ici en descendant. C'est moi qui fais le faire. Il va venir attaquer à mon ouverture là. D'accord? Et ce que je vais faire, éloigne-toi un petit peu, Alex, là. Ok, on a vraiment une prise de fer ici et la rotation. En plus de dégager la lame qui venait l'attaquer, tu vois que Jérôme a amené sa pointe direct dans la gueule. Hop là, c'est ça le terme technique? Et donc là, la deuxième partie de la séquence, c'est quand David va repousser un peu. Oh! Avez-vous vu ce bel hélicoptère? On a vu exactement ce même mouvement-là dans le trailer, dans le trailer de jeu. On va chercher là et là. Ah, c'est trop bien. Eh ben, les Diablotins, ça, c'était une première démo de la compagnie médiévale. Franck, je pense qu'on avait une deuxième démo avec un autre système d'armes aussi dans la vidéo. Oui, effectivement. Là, tu parles en termes de type d'arme ou... Non, si tu avais, par exemple, est-ce que c'est l'épée bouclier, c'est ça? L'épée bouclier, ouais, exact. Oui, j'ai un extrait avec l'épée bouclier, absolument. Parfait. Ben, nous, on va se remettre en position, puis on va regarder ça. On a hâte, on aime ça, les vidéos. Venez-vous-en. Déjà, tu vois, la vidéo a pas commencé, mais je pense que lui va s'en prendre plein la gueule. Il y a des chances. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling. Oh! Ah oui, mais c'est... Ah, mais c'est un genre de bouge, oui. Ouais, on a une bouge. Oui, c'est marrant. On attendait à bouclier contre bouclier. Mais non. Oh, ouais. Ah oui, Non, attendez, là, il voyait pas il dans le chat. risque de mourir, Pas long, je vais changer. Je vais repartir le combat du début, ça va vous permettre d'en voir un peu les séquences et de les réanalyser. Le chat, il voyait pas. Donc, je vais juste relancer pour le chat. Ah, c'est pas mal. Ah, le coup du pied, c'est trop beau. Ouais, l'ouverture. C'est bien dévié. Alors... Le cri de mort à la fin. C'est trop bien. Mais
Sérieux, le combat avec la bouche était hyper intéressant. Et du coup, non, les gars, vous êtes prêts? Voilà, donc c'était pour l'épée bouclier. Du coup, qu'est-ce que vous avez vraiment positif dans cet usage de l'épée et bouclier? Surtout que c'était contre une arme, tu sais, je m'attendais à un duel un peu épée contre épée bouclier. La gestion de la distance. Ouais. La gestion de la distance. Parce qu'on voyait que celui qui était bouclier, il avait de la misère. Ouais. Tout le temps Ouais. Puis on passait à l'intérieur et à chaque fois qu'il arrivait à placer un coup, c'était vraiment en arrivant à passer par-delà la pointe et en rentrant dedans. Mais en parlant de passer par l'intérieur, parce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir une démo de quelqu'un qui tient la distance avec son arme d'ast? Alors, passer par l'intérieur, c'est le seul truc à faire parce qu'au final, on voit bien quand tu cours tout droit et que tu cours directement sur ton adversaire, lui, il t'accueille avec le fer de la Vouge en pleine gueule. Alors, l'idée en ce moment, c'est d'avoir une petite démo de la compagnie médiévale pour voir comment tu rentres sous la garde, comment tu passes la garde de quelqu'un qui te tient à distance avec une arme d'ast. Vous imaginez qu'il y a une ligne imaginaire qui les sépare en 4 cadrans et passer à l'intérieur, ça veut dire passer à l'intérieur de la ligne imaginaire. Donc, s'il y a une ligne qui est en plein milieu, il va falloir passer à l'intérieur du milieu. Oh, waouh! Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est le lever de bouclier. Je sais pas si les diablotins ont eu le temps de voir l'action, mais la levée de bouclier, ça a vraiment chassé, il a vraiment chassé l'arme d'ast sur ce côté, c'était trop bien. Ouais, écarter le danger pour rentrer dans la garde. Vous voyez ça? Puis ça, on l'a vu. Ah bah là, il a une barbe plus courte. Alors, mais ça, c'était parfait. Merci, messieurs. Et c'est vraiment ce qu'on a vu dans la vidéo. On a vu à plus d'une reprise le bouclier tasser l'arme d'ast et vraiment dégager l'angle. C'était parfait. C'était trop bien. S'il manquerait juste une chose, c'est l'utilisation la plus, on va dire, utile des polacs. C'est ton bouclier, Jérôme. C'est le crochet. Wow! Ah ouais! Le crochet pour enlever le bouclier et après ça aller porter l'attaque. Est-ce qu'il vient de lui défoncer la gueule live là? Tout à fait, tout à fait. Attends, alors le crochetage. Mais j'ai pas... Putain la vache. Ça va les mecs, ils se font confiance quoi. C'est fantastique. Et du coup, avec la Vouge qu'il avait, est-ce qu'il y avait un genre de crochet sur la lame destiné à cet usage? Des fois, sur les Vouges en arrière, il y a un crochet. Même s'il n'y avait pas de crochet, par exemple, si je prends le mail, vaguement similaire à ce qu'on pourrait avoir sur une hache ou une Vouge, c'est pareil. Donc un peu le bas de la lame qui lui dépasse du manche. Ok. À la limite, même la croisée que j'ai sur ma hache pourrait être suffisante. Ça serait suffisant pour accrocher le bord? Oui. Oui, pour le moment, il va bien, mais faut que tu arrêtes de lui tirer sur les vertèbres. Ah oui. C'est pas un gros moment avec beaucoup de force. Moi, j'ai pas beaucoup de force à appliquer. Surtout là, il a d'accrocher son cou. Ouais, là, j'utilise ma sangle qui sert en fait à porter le bouclier, en fait le bras. Et donc ça va tout de suite se ramener vers l'avant. Alors, moi, j'avais une petite question. Ça vient d'où? Parce que j'ai remarqué dans le système de jeu, puis ça, c'était une des difficultés dans le premier jeu, c'était de le prendre en main. C'était assez difficile d'aligner ses coups, d'aligner ses touches. Mais cette étoile qu'on voit au milieu, tu sais, là où on cible un peu la hauteur, les coups latéraux, c'est pas... Je suis rouillé, là, mais... il a perdu un bout de sang. Est-ce que ça, c'est basé sur un traité? Parce que tantôt, David, pendant votre démo, David nous parlait qu'en gros, l'adversaire, tu le considères un peu en quartier pour aller orienter tes attaques. Dans le jeu, on voit une espèce d'étoile à 5 branches avec un coup vertical, 2 latéraux en haut, 2 latéraux en bas et finalement les stocks au milieu de cette étoile. C'était dans le premier. Oui. Le deuxième, ils ont a priori simplifié un peu. Ok, donc on peut s'attendre à une prise en main plus facile. J'espère, parce que c'est vrai que c'était un peu laborieux à apprendre dans le premier. Ok. Bah, du coup, en ce moment, tout ce qu'on a vu globalement dans les séquences vidéo qu'on vient de voir, comment vous évalueriez ça? Est-ce que c'est un jeu où en ce moment, en tant que pratiquant d'arts martiaux historiques, vous êtes dans les traités, vous connaissez ça, vous étudiez ça? Est-ce que c'est le genre de jeu que vous allez recommander pour avoir un peu une idée de votre sport ou au moins peut-être une idée de à quoi ça pouvait ressembler de
se battre et malheureusement mourir au Moyen-Âge. Est-ce que tu recommanderais ça? Ben, honnêtement, même si c'est que pour le fait que mécaniquement ça représente beaucoup ce que nous autres on voit, ça représente un peu beaucoup le tempo aussi, puis l'alignement des attaques qu'on peut faire. Juste mécaniquement, c'est hyper intéressant. Puis en plus de ça, on rajoute des techniques qui sont nommées double sphère, passer derrière, on a vu beaucoup de doublements. Oui, de mouvements, oui. C'est une subtilité qui peut peut-être pas ressortir pour tout le monde, mais juste le fait de doubler à la une main, moi j'ai trouvé ça, ça m'a rendu heureux en fait. C'est rare que c'est montré. Puis ce que j'ai aimé tantôt, Jérémy, c'est que tu as vraiment pointé un truc qui manquait dans l'utilisation de l'arme d'Ast, à savoir justement le crochetage. Fait que ça serait dans tes points à améliorer. Oui, je sais qu'il y a des limitations, mais effectivement, il y a beaucoup de jeux, même, surtout en armure, la hache va finir très proche parce qu'une armure, ça protège beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de combats chercher des désarmements, chercher à coincer la personne, à la faire tomber. On va. C'est beaucoup de jeux un peu plus subtils. Ben, mécaniquement, c'est sûr que c'est très difficile à implémenter, donc on l'en veut pas. Mais donc, au final, c'est ça, on s'en tient à du combat avec une distance raisonnable, mais il manque toute la partie lutte. Comme quelqu'un au début. Il y avait quand même du wrestling au début, on voyait qu'il donnait des coups. C'est vrai, mais du coup, on l'a vu seulement dans le combat à main nue, ça. Outre ça, les gens qu'on a vus avec des haches n'étaient pas en armure. Si vous n'êtes pas en armure, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est jouer sur la longueur de l'arme et rester à distance, justement. Donc, du coup, ça marche carrément. On fonce pas sur le mec quand on a juste une vouge et pas d'armure. Mais c'est trop bien. La compagnie médiévale, sérieux, c'était des trop belles démonstrations. J'ai adoré ça. On a une demande spéciale en termes de démo. Je sais pas si tu m'entends bien, Alex. Oui, on vous entend. Oui, parfait. Il y a des gens dans le chat qui sont curieux d'avoir une petite démo dague et rapière. Je sais pas si Blandine voudrait nous montrer quelques passes. Alors, ils n'ont pas rapporté le matériel aujourd'hui. Ah, OK. Mais par contre, est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous retrouver peut-être pour faire des live vidéo ou des trucs comme ça? Parce que, à la limite, je veux dire, tout le monde a un téléphone. Oui. On est à deux pas que la semaine prochaine, c'est à votre tour d'aller sur la chaîne de Lefranc, puis là, de faire des démos de techniques anciennes. Ben, c'est sûr, je sais pas si la compagnie... il y a un peu de stock. Ouais, j'ai ramené toute l'armurerie. Nice. C'est quoi la pro? Moi, j'en fais une fois par an. Alors, à quoi ça ressemble une posture dague et rapière? L'essentiel, si on faisait un trash un peu rapidement, l'essentiel, c'est les triangles. Donc, il faut éviter de venir se gêner avec sa dague et sa rapière. Donc, littéralement, tout ce qui est croisé, tout ça, on veut pas. Par contre, on peut aller chercher des triangles qui permettent de couper la ligne, donc on a vu tout à l'heure, et de venir te protéger en bas, en haut, au niveau de la tête. Donc, on reste mobile, en sachant qu'il y a plusieurs traités, plusieurs aspects, on va dire, mais sans entrer dans la complexité. Mets-toi de l'autre côté d'elle, Alex. On entendait mieux quand t'étais de l'autre bord. On entendait mieux ici. Pardon, merci. La rapière reste l'outil offensif, la dague reste plus défensif. Ok. Donc, je vais venir travailler mon adversaire avec ma rapière pour rentrer. Mais voilà, on fait des trous dans le monsieur. Ma dague, elle fait pas grand-chose actuellement. Si je veux venir sécuriser, là, je suis protégé, par exemple. Ok, et du coup, lui, sa réponse à cet assaut, ça aurait été quoi? Donc là, il va utiliser sa dague pour contrôler ta lame et de l'autre côté, venir profiter de l'ouverture. C'est trop bien. Et là, du coup, on est à peu près à quelle période en ce moment avec ces outils-là? 16e, on est plus poussé. Fin 16e, début 17e. Fin 16e, début 17e. Ouais, donc bien après Kingdom Come. Ouais, ça va évoluer sur des choses qui vont être plus légères et plus courtes. Donc, ce qu'on voit les courtes, qui vont être donc des pions plus petits, des lames plus petites, qui vont se porter vraiment sur le côté, qui vont devenir au fur et à mesure des armes plus d'apparat. Voilà. C'est trop bien. Est-ce que ça répond aux questions de nos diablotins pour le moment? Ils ont l'air bien satisfaits. Puis il restait un dernier extrait vidéo sur les armes d'Ast, si jamais les gens de la compagnie médiévale ont le temps. Oui, on a encore une vidéo avec des gens qui se mettent sur la gueule. Mais on aime ça. Une petite dernière avant de prendre la route. Donc là, c'est avec l'arme d'Ast contre quelqu'un qui a un bouclier. Okay, mais à l'inverse. Là, on voit plus de passes à l'arme d'Ast. C'est pas juste un bouclier, ça. Oh, wow. Bah oui. Vous parliez de la distance tout à l'heure. Oh, wow. Attendez, excusez, je vais relancer la séquence. My bad, j'ai encore oublié de changer de scène. Non, ça va, on aime ça en fait. Ouais. Putain, la vache, comment t'as repéré ça?
Venir donner des attaques. Miss Mochi! Alors, Franck, je sais pas, est-ce que vous avez entendu les commentaires pendant la vidéo ou ça Malheureusement non, ça coupait. Le micro il est plus de ton côté où tu parles en ce moment, j'ai l'impression. Donc si tu les mets proches d'eux, et vraiment du côté de ton micro, on va mieux les entendre. Ok, parfait, ce serait ici. Donc en fait, Jérémy avait remarqué quelque chose au niveau de la tenue de l'arme d'Ast. Il va aller en chercher une, puis il avait repéré une subtilité dans la tenue de l'arme d'Ast. Jérémy, en parlant bien fort, ça te donnait quoi? Ben, dans le fond, au travers de ce clip-là, on voit que la personne commence en droitier. Elle commence aussi avec de la queue, qui est le dos arrière, plutôt que tantôt il se tenait ici. Là, il y a vraiment un jeu de queue. Il va barrer un peu avec la queue, mais aussi en cours de route, il va venir changer d'aspect, frapper en gaucher, parce que dans les traités, c'est comme ça qu'on dit, on ne peut pas être pris croisé comme ça. C'est une position qui est très faible, très inconfortable. Donc, pendant la vidéo, il va changer d'aspect. Si je ne me trompe pas, dans d'autres vidéos, je les vois changer correctement d'aspect, c'est-à-dire changer de main à l'extérieur de la portée pour ensuite rentrer avec un plein armement. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant en fait quand on se la prend dans la gueule. Vas-y, refais un peu le mouvement là. Alors là, putain la vache. Non, t'as pas le temps de le voir descendre. Non, c'est vraiment terrible. pas, c'est ça. Maintenant, je sais ce que ressent le clou quand il voit le marteau. J'aimerais ça peut-être si vous pouviez nous faire un petit topo sur les traités de maître d'armes en fait. Qu'est-ce que c'est, comment ces techniques-là ont été enseignées, puis nous présenter un peu en fait. Là, vous parlez des traités, mais pour les gens qui connaissent absolument rien en escrime médiéval, c'est quoi exactement les traités? Les livres. Les livres, ouais. Alors, Blandine avait aussi repéré, pendant qu'ils sont partis chercher les livres et justement vous parler un peu des traités historiques, Blandine, t'avais remarqué quoi sur le maniement de l'arme d'Ast qu'on a vu juste avant? Ouais, en fait, ce combat-là, mais particulièrement le fait que le tempo, c'est important. Donc, on voit vraiment qu'il va venir essayer de placer ses coups au moment où l'adversaire est en train de se déplacer ou en train de préparer ce qu'il va faire, armer son coup pour éviter de venir juste taper dans le pavois, en fait, simplement. Parce que c'est pas juste dans les jeux vidéo, ça a aussi un impact vrai dans la vraie vie, de venir surprendre un petit peu l'assaillant là où il est moins prêt que d'habitude. C'est trop bien ça. Donc du coup, de vraiment bien déclencher ton attaque au bon moment, à un moment où l'autre va ni être préparé, ou peut-être en train de, comme tu dis, reculer pour préparer une attaque, c'est ça? Ouais, donc du coup, il s'ouvre. Déplacement, déplacement des bras, déplacement des jambes. En fait, quand son esprit est ailleurs, qu'il est en train de faire quelque chose, mais qu'il a pas quelque chose. Ok, il est pas sur une préparation de réaction finalement du tout. Ok, waouh. Alors là, tu les as fait. Hey, les gars, ils étaient trop contents. Vous avez parlé de traités. Ils sont partis en courant dans tous les sens. Ils ont été chercher leur livre préféré. Et c'est parti. On les a lancés. C'est trop bien. Ça, c'est le Codex Gladiatoria. Ça représente, dans le fond, des combattants en armure qui se battent dans une lice. En fait, c'est pas de la mêlée, c'est vraiment un duel. Ils ont plusieurs armes sur eux. Et comme vous voyez, les armures, c'est assez efficace. On peut pas se permettre de juste bâcher. Il y a un peu plus de lutte qui arrive. Il y a de la demi-épée. Il y a, si on va plus loin, ils font de la lutte encore. Ils font de la dague, donc la dague de rondelle. Mais du coup, à la dague en armure, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher les faiblesses, c'est ça? Exactement. Tu vas chercher des clés de bras, tu vas chercher tirer la personne au sol, en fait, parce qu'une fois que la personne est par terre, tu peux facilement la contrôler. C'est trop bien. Puis aussi, on a le droit à des trucs assez intéressants qu'on voit pas tous les jours, genre le combat à la paviste. Oui, je me rappelle de ce bouclier bizarre. Exactement, donc c'est une paviste. Ou juste paviste tout court. D'ailleurs, est-ce que c'est sa seule représentation ou on en a trouvé des boucliers comme ça? Je sais pas si on en a trouvé. Ok, parce que je sais qu'il y avait une reconstitution proposée il y a quelques années par un artisan, mais je sais pas si on a déjà retrouvé des artefacts de ce bouclier. Il me semble avoir entendu parler de quelques morceaux. Le problème, c'est qu'ils sont en bois. Mais si on n'est pas sûr, on recherche. Bah oui, c'est mieux. Mais c'est présenté à plusieurs endroits ce même type de bouclier. Vous trouvez aussi dans celui-là. Là, on voit qu'ils sont, je dirais pas en armure, mais ils ont l'air un peu en pyjama. Oui. Ah oui, c'est vrai. Alors du coup, c'est un truc à la mode ou c'est juste que les mecs, ils avaient plus de thunes pour le reste de l'équipement? Non, c'est que dans ce traité-là, donc qui est Taloffer, il représente des combats judiciaires, du duel judiciaire, qui vient avec un certain décorum et un certain rituel qui est décrit aussi en partie. Et donc, dans ce cas particulier, alors tout le bouquin n'est pas comme ça, hein, ils sont habillés normaux aussi à prendre. Mais dans ce cas particulier, les combattants sont directement
cousu à l'intérieur de leur pyjama qui, accessoirement, va leur servir de linceul. Oh, wow. Au moins un des deux. C'est bien, les mecs, ils perdent pas de temps, quoi. Ils perdent pas de temps, ils sont prêts. Carrément. Donc, voilà, c'est dans ce cas-là, c'est très spécifique, mais on retrouve le même type de bouclier que ce que Jérémy montrait juste avant, en plusieurs modèles différents. Et alors, il y a un truc que vous avez dit qui est super intéressant, puis je pense que ça va nous faire une super transition avec nos prochains intervenants. Vous avez dit qu'il y avait certaines armes qu'on adaptait à l'équipement défensif. Par exemple, quand on parlait de l'épée, à un moment, on les voyait finalement, les épées étaient par terre, les mecs étaient en train de faire de la lutte. Là, tout d'un coup, ils sortent les dagues pour aller chercher finalement les faiblesses d'armure. Pour ça, il y a une raison en particulier? Ben, absolument. La raison la plus simple, armure ou pas, c'est la distance. Si j'ai une longue arme et que je me retrouve proche, si toi, tu as une arme courte, c'est très facile pour toi de prendre l'avantage, de me poser une menace, alors que moi, ma menace, elle est loin, parce que ma pointe, elle est loin. C'est la première raison, je te dirais, vers pourquoi est-ce qu'on change d'arme. Autrement, les armes évoluent avec les armures, c'est course quand même. Donc, tout ce qui est, par exemple, une épée sur de la cotte de maille, ça va. Une masse, c'est beaucoup plus efficace. Donc, ça va affecter aussi... Dans le jeu vidéo, il y a des développeurs qui disent justement qu'au bout d'un moment, l'épée est vraiment plus trop efficace à partir du moment où tu as des adversaires en armure complète. À quel point c'est vrai, c'est exagéré ou c'est exactement ça? Alors, en fait, le truc, c'est que contre une armure de plaque comme ce que tu portes là en ce moment, ça peut couper, ça passera jamais à travers. Donc ça sert à rien. L'épée passera pas à travers l'armure. Profitez-en, il va continuer à me taper. Vous avez des questions là, tant qu'à faire? C'est le moment. Hein. Donc, histoire de toujours utiliser le même outil, on va l'utiliser comme ouvre-boîte à la place. Donc, par exemple, en prenant en demi-épée, de manière à pouvoir aller chercher derrière les plaques, dans les ouvertures, à travers la maille, vraiment avec tout ce qui est articulation en gros. C'est marrant. Hein? Tout ce qui est articulation en gros, là. Tout ce qui est vraiment les ouvertures de l'armure, là où il y a les plis, là où finalement il faut que la personne bouge, mais qu'il y a moins d'armure justement. Puis c'est marrant que Jérôme il mentionne la demi-épée parce que je crois que c'est un truc qu'on avait dit tantôt, on n'en voyait pas assez peut-être dans le jeu de la demi-épée. C'est-à-dire, peux-tu la reprendre en demi-épée? Alors la demi-épée va vraiment permettre... Pourquoi tu mets ta main? Tu vas te couper, c'est pas bien ça, non? Non, alors ça, si on tient bien et en plus avec des gants de cuir, ça va. C'est pas un rasoir non plus, ça reste une épée. L'important, c'est que ça glisse pas. Tu rentres. Ah oui, la vache. Puis en plus, t'as pas l'air de forcer, mais moi je te sens... Ouais, dès que comme ça. Putain, la vache. Ok, puis là, du coup, tu vas aller viser comme ça et guider la pointe. Je disais, tu rentres sur la plaque. Putain, mais dans la direct, ce live, il part en couille. Ah, bordel. Oui, ça va, pas de problème, on gère. Alors, donc voilà, et l'autre option, sinon de viser ce merveilleux petit là, c'est en morschlag. Ah oui. Ah ouais. Donc là, on va utiliser littéralement l'épée comme une masse d'armes. Mais c'est pas bien, ça fait mal, faut pas taper les gens. Et là, je fais pas de démo parce que voilà. Il y a de la démo là-dedans. Oui, on a de très bonnes images de ça. Non, mais carrément, mais oui. Il tient en morschlag. Et aussi la fameuse demi-épée où il va aller... Ouais, t'as vu? Oui, ça c'est en demi-épée. Mais lui est en morschlag, c'est ça? Oui, exactement. Donc, du coup, c'est de lui mettre un énorme coup dans la tronche. Mais du coup, le tranchant de l'épée, ça donne quoi? Parce que les mecs pognent leurs épées à main. Alors, il y a des doufous qui ont fait l'expérience aujourd'hui, nos jours. Avec des gants un peu humides, il n'y a pas trop de problème. L'important, c'est vraiment que ça glisse pas le long de la lame. C'est cool. Donc, elle est bien laissée ici, mais moi, je n'essaierai pas. Mais il y a des gens qui ont... Pendant 2 secondes, j'allais me dire, ces gars-là, maintenant, ils jouent de la guitare avec leurs orteils. Voilà. Non, mais c'est cool. Mais sérieux, je pense que Franck va vous laisser les liens de la compagnie médiévale. Vous allez pouvoir découvrir leurs activités. Vous avez un site web, des réseaux sociaux, tout ça. Sérieux, les diablotins, merci à la compagnie médiévale d'être venus aujourd'hui pour ce live. Parce que d'avoir cet aperçu, vraiment, avec cette rigueur historique et cette analyse du jeu, c'est trop bien. Ça vous donne vraiment une idée que les développeurs se sont pas foutus de votre gueule quand ils ont créé Kingdom Come Deliverance 2. Merci la compagnie médiévale, merci beaucoup. Un petit mot Alex, petit mot à transmettre justement à nos intervenants. J'ai un de mes modérateurs qui dit « Mais là, vous venez d'éveiller une possible passion chez moi, là, c'est beaucoup trop cool, content de pas m'être couché. » Alors oui, non, on a un commentaire en ce moment parce qu'il y a un chat sur le Twitch, et là il y a quelqu'un qui vient de balancer que vous venez possiblement ou très probablement. Parce possiblement d'éveiller une passion, une possible passion. Je vais changer mot. Vous avez assurément éveillé quelque chose. C'est justement des auditeurs qui, je pense qu'il va peut-être passer vous voir d'ici quelques semaines pour son premier cours. C'est excellent. Merci la compagnie médiévale. Et alors là, Franck, on se dirige vers nos prochains intervenants. Et ça, c'est vraiment génial. Parce le Dog de Montréal.
parler. Exactement. On arrive maintenant dans la force brute de ce sujet. Le Je vous présente le Dog de Montréal. Let's go! On met du hype dans le chat, les amis. Alors aujourd'hui, avec le Dog de Montréal, on a à nouveau plusieurs intervenants. On se présente, on est... Dominique, je suis le capitaine du Dog de Montréal. Waouh! Ok, salut! Saf, débutante en BO. Débutante en BO, ok, ça veut dire que tu portes de l'armure et tu t'entraînes à la même manière que... Oui. Wow. Non, mais c'est quand même très cool. Donc du coup, on sait que c'est ouvert. Salut! Raphaël, qu'est-ce que tu fais dans l'association? Le BO. Tu commences aussi le combat. Donc là, tu commences... Est-ce que vous commencez avec les versions soft et après vous passez à l'armure? Oui, c'est ça. C'est trop bien. Du soft présentement. Ok, mais ton objectif, c'est d'y aller en lourd un peu comme... Salut! Jérémy Séguin, vétéran. Ben, ça se voit, j'ai envie de dire. Oui, ça se voit. Alors, on a Jérémy ici qui a son équipement complet, un peu à la manière de Dominique. Et finalement, on a une transition après. Salut! Salut! Alors, à qui on parle? Samuel, ça va, je suis un des débutants, il y a un peu plus à expériencer. Alors, ça fait 1 an environ que je suis là. Je m'entraîne, c'est fun. dans Kingdom Come 1, tu commences l'aventure en slibard. Hein. Dans Kingdom Come 2, là, t'as pris du galon, tu commences avec un vrai kit. Et là, on regarde ça. Voilà. Donc, on a différents types d'armures qui sont Monte un peu la adaptées à caméra, cette Alex. pratique sportive. Du coup, Je disais, monte un peu la Vas-y. caméra. Des fois, leur tête coupe un peu dans le cadrage. Ah, ok, attends. Est-ce que là, on les voit bien? Non, remonte un peu ta caméra. On voit plus leurs pieds que leur tête. Là. Ouais, voilà. Mais c'est passionnant, les pieds. Qui n'aime pas les pieds? Là, tu sais quoi? Tu viens d'avoir des nouveaux subscribers, mais tu sais pas pourquoi, mais nous, on sait. OnlyFans de pieds médiévaux. Ah, voilà. Alors là, ça va être super intéressant parce qu'on va faire une espèce de... pas de crash test nécessairement, mais ça va être super intéressant avec le Dog de Montréal de mettre un peu à l'épreuve certains mythes. Par exemple, dans les sessions de combat, on a remarqué quelque chose. L'écran, des fois, il devient gris pendant que tu te bats. Puis là, on entend ton personnage souffler, halter, puis un peu galérer. Mais c'est pas vrai, les gars, en fait, vous êtes jamais fatigués là-dedans, si? Jamais, absolument pas. Absolument pas. Je vais être complètement honnête. J'étais un coureur. Je vais dire, 1 minute en armure, c'est l'équivalence de courir un 800 mètres. Donc, en ce moment, toi, tu as un background sportif déjà, qui est coureur? Oui, coureur et combattant, jiu-jitsu et kickboxing. Parfait. Donc, tu as une expérience martiale et là, tu t'es essayé à ce sport. Et donc, tu me dis que porter l'armure, 1 minute, ça équivaut à... 1 minute, c'est comme un 800 mètres solide. C'est la pire des pires courses que tu puisses avoir. OK. Et c'est ça, je vais dire, à un tel point que parfois, on ne garde pas notre estomac. Oh, wow! OK, Oui, à OK. ce point-là. Du coup, c'est pour ça que tu as choisi un casque avec des bonnes ouvertures pour l'évacuation? Et je m'en suis servi pleinement. Ah, mais... À force de s'entraîner, ça finit par être quelque chose que tu es capable de devenir meilleur avec. J'ai vu des marathoniens aller en armure, puis après 30 secondes, dire je suis plus capable, je dois arrêter. Mais d'un autre côté, après ça, quand nous autres, on fait des combats, mon plus long combat que j'ai fait, c'est 8 minutes. 8 minutes? Non-stop. Putain, la vache. OK. Mais lui, il vient de dire qu'une minute, c'était fatigant. T'as fait 8 minutes. Oui, mais d'un autre côté, 8 minutes, à un moment donné, t'as pas le choix. Puis, d'un autre côté, je compte qu'une autre personne en armure, lui aussi, il est en train de faire 8 minutes de combat. Fait que lui aussi, il est complètement brûlé là, après le combat. Du coup, au niveau de la fatigue, ce qu'on voit, ce qu'on ressent dans le jeu, est-ce que ça vous paraît réaliste comme approche? Très réaliste. Après, mais non, là, tu me buges dessus. Après combien de coups d'épée tu commences à sentir le poids de l'armure? Tu commences à dire... Après une douzaine. À mon niveau d'expérience, là, après une douzaine de coups, je commence à vraiment galérer à ralentir. Jérôme, je t'ai vu faire oui de la tête. Oui, je dirais une douzaine, c'est bon. Jérémy, surtout pour commencer à ressuer un peu. Là. Ouais. Mais je veux dire, on dirait que ça vient en vague. Prends 3-4 secondes, tu reprends ton respire. Alors, c'est beaucoup de concentration sur la respiration, apprendre à connaître son propre corps et puis vraiment à faire des explosions. Ensuite, retourner en coquille, explosion, coquille, explosion. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu. C'est marrant que vous parliez de ça parce que dans le jeu, on a vu des extraits vidéo il y a quelques secondes et on vient justement de voir qu'à chaque fois, le joueur recule un peu jusqu'à temps que son écran reprenne des couleurs, qu'il reprenne son souffle. Fait que ça, vous validez, c'est vraiment un truc que vous faites en combat. Tu sais, souvent, là, on va prendre une analogie de jeu vidéo. Là, la plupart du temps, il va y avoir 3 barres d'énergie. Ton énergie, ton mana,
ton health et ton stamina. Ton health, c'est combien de coups tu as mangé, puis combien tu es encore capable d'en prendre. Ton mana, c'est à quel point tu es encore capable de rester debout de ta force mentale. Mais le jeu se joue principalement sur la stamina. La stamina, ta barre de stamina, là, elle baisse. Tu es capable d'arrêter puis avoir monté. Mais le moment que tu arrives et tu l'as dépassé au complet, c'est fini. Il faut que tu apprennes une des choses qui va différencier le plus un vétéran d'un nouveau, ça va être à quel point est-ce qu'il est capable de jouer avec cette barre d'énergie-là. Ah, OK. C'est toute le verre. Ça, c'est vraiment ta clé. C'est ça la clé. Donc, du coup, dans le système de jeu, ça a vraiment sa place, tu confirmes? C'est exactement comme ça que ça marche. Les gars, ils se battaient 8 heures de temps. OK? 6 secondes de combat, c'est extrêmement long. Pourquoi? Parce que tu vas te battre 6 secondes puis tu vas te défaire. Puis on se reparle. On recommence. Puis mettons, le combat dure 8 heures. Il y a peut-être, mis tout un en arrière de l'autre, 2 minutes et demie de réel combat. OK? Et là, tu vas avoir des mouvements, tu vas avoir des déplacements, tu vas avoir... Les gars, ils vont se regarder. Les gars, ils veulent pas se tuer. Là. OK? Fait qu'à un moment donné, ils vont prendre leur temps, puis une fois qu'ils vont aller dans le combat, finis ça le plus rapidement possible. OK. D'ailleurs, on parlait d'un truc avec la compagnie médiévale. On remarquait que dans beaucoup de combats, ça restait avec une certaine distance. Vous, est-ce que vous gardez vos distances avec vos armes, vous reculez tout le temps, ou ça finit en lutte, comme on a vu dans certains traités à côté? Quand tu es en armure, si tu es un tank, tu ne vas pas être capable de mettre un tank à terre avec un pistolet. Okay? Tu as besoin d'aller avec quelque chose d'un peu plus fort, tu as besoin de rentrer dans des trous. Nous autres, dans nos combats de mêlée, okay, on considère qu'on a mis une personne KO quand on a réussi à la mettre par terre. Parce qu'une fois que la personne est par terre, je prends une dague, je m'en viens, je le pogne. Je le pogne à terre, je prends une grosse hache comme ça ici, j'ai encore laissé une entre les deux yeux, c'est terminé. Parfait, donc, as-tu besoin fréquemment de passer à la lutte ou finalement tu arrives à les coucher avec un bon coup d'arme bien placé? Un bon coup d'arme bien placé, c'est possible, mais peut-être quoi, 5% du temps. Ah, OK, d'accord. Okay, c'est vraiment ça. Habituellement, tu vas utiliser ton arme pour rentrer, tu vas utiliser ton arme pour lutter. OK? C'est une hache, mais c'est aussi un bâton de lutte. OK? Si je suis capable de passer ma hache par-dessus ici, je passe ma jambe, il est rendu ça. Wow. Je me demandais jusqu'où il allait aller pour la démo. Ouais, c'est ça. Le foutre à terre direct, quoi. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que tu viens de parler de différentes armes. Je sais que normalement, je suis supposé parler des armures avec vous, mais là, j'ai une question. As-tu des armes plus efficaces en compétition que d'autres? Okay. Vous avez vu la belle épée longue? Ouais. La belle épée longue comme ça ici. Ça fait quoi contre... Ta vache. Seulement rien. Qu'est-ce qu'il lui a mis dans la gueule? Attends, il est parti chercher un truc plus lourd et le mec il reste sur place. Ça y est, ça part. Ça part. Vous avez des bons coups, là. Là, je prends une épée plus petite. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais elle est plus large. OK. Elle est plus large, ça s'appelle un fauchon. Fauchon, parfaitement 15e siècle. Un fauchon. Ouais. OK. Maintenant, je suis gentil avec lui présentement, mais je veux pas lui faire mal. Je vais reculer mon téléphone, OK? On va lui donner un coup, on recule un petit peu. Encore? Ah merde. OK. On est ici. Oh putain, la vache. C'est lui qui l'a tapé, c'est moi qui le suis pied dessus. Lui, aucune réaction, tu sais. Quand tu le sens, tu le sens pour de vrai, cette affaire-là. Mais alors, du coup, là, en ce moment, t'as pas de bleu, t'as rien. Non, j'ai pas de bleu. Mais t'as quoi? Tu sais, je veux dire, sur un seul coup comme ça, c'est correct. Mais quelqu'un, je pense, dans un vrai combat, il va l'enchaîner. Puis, écoute, ça sonne un petit peu. Attends, es-tu game de relever ta visière juste pour qu'on t'entende bien? On l'entendait déjà bien. Ah ouais, super. Moi, j'avais une question. T'as senti quoi? Ben, ça donne un impact, ça fait un léger vibration dans la tête. Un seul coup, c'est pas si pire. Mais vraiment, dans un vrai combat, il va t'en asséner plusieurs d'affilée. Puis là, ça va te sonner, ça va te forcer à reculer. OK. Pour se reculer, non seulement ça, si je te donne un bon coup, on a entendu, ça fait pow! Il cligne les yeux, il est en train de se dire, hey, j'ai pas aimé ça manger ce coup-là. Mais là, c'est là que tu es capable de passer ton bras. Tu passes ton bras, OK? Là, je suis en position de lutte. Tu lui dis pardon, non? Non, je ne dis pas pardon. J'arrive, je le pogne, je vais passer mon bras, je suis rentré en dedans, je passe ma jambe. OK, là, t'as toujours ton arme à ce moment-là. Ouais. Là, t'as ton shield. J'ai mon shield, mon bouclier.
je passe mon arme, je le dépasse. Okay? Le coup en tant que tel, est-ce qu'il l'a blessé? Non. Mais c'est la même affaire. Si tu regardes quelqu'un qui va faire de la boxe, va donner un petit jab, Okay? Il va le toucher, il va lui faire mal, il va faire de quoi? Mais l'idée, c'est après ça, c'est d'aller chercher par l'uppercut sur le côté. Il va mettre le gars complètement par terre. Ok. Bah là, du coup, on a beaucoup parlé protection. Là, on va partir. C'est ma partie préférée parce que vous êtes debout depuis tout à l'heure. Et moi, je me dis, les mecs, ils ont même pas chaud ni rien, ça va super bien. Là, j'aimerais qu'on parle juste dans le jeu. T'as des tonnes de cases par partie du corps. Par exemple, tu peux mettre jusqu'à, je crois, 4 ou 6 couches au niveau du torse, 4 couches, je crois. Alors, ça, c'est vrai. C'est combien de couches à peu près à mettre avant de porter la plate? Et je vois que même, tu sais, t'as encore de la couche par-dessus ton armure ici en ce moment. C'est combien? Qu'est-ce que vous portez en ce moment en mode effeuilleuse là? Le temps qu'on va y aller parfaitement là. Vas-y, par couche. Okay. Normalement, je vais commencer par me mettre une petite chemise en laine. Donc la chance. OK. Une petite chose à faire. Ensuite de ça, ce que je vais mettre qui s'appelle un gambison. OK. Alors le gambison, lui, c'est un genre de padding. C'est un genre de padding. OK. C'est assez épais et très chaud. C'est très chaud. On dirait un manteau d'hiver. OK, style manteau d'hiver. Manteau d'hiver. Tu sais, moi, j'ai le mien, il est ici. OK. Ensuite de ça, on va venir mettre la plaque. OK. Ensuite de ça, on va venir mettre ce qui s'appelle la cotte d'arme. OK, par-dessus. Par-dessus. La cotte d'arme, elle a une... Pourquoi? Ben, un moment donné, quand tu es en train de te battre contre quelqu'un, il faut que tu sois capable de le reconnaître. De l'identifier, OK. Tu l'identifies, OK? Tu as besoin de savoir c'est qui. Et c'est pour ça qu'il y a tout un système qui a été inventé pour justement facilement reconnaître c'est quoi les couleurs. Comme on peut voir, moi ici, je suis en rouge, je suis en blanc. Rouge et blanc, à travers l'armure, c'est facilement capable de voir que c'est des couleurs qui sont considérées comme contrastantes. Même chose. Le orange et le noir, c'est deux couleurs qui sont contrastantes. Donc ça c'est dans les équipements modernes. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que vous avez essayé de reprendre des héraldiques existantes ou vous créez des héraldiques propres à vos clubs modernes? Celui qu'on a présentement est basé sur c'est une héraldique qui a été créée par ici, mais qui est basé sur le Doc de Brocéliande, qui est qui était le shérif de France pendant un temps. Bertrand du Guesclin. Ah ouais. Connétable France. Ah ouais, personnage important pendant la guerre de 100 ans. Le Doc de Montréal. OK. Ah oui, alors, carrément. C'est basé en son honneur. Est-ce qu'on a exactement la même héraldique que lui? Non. Okay. Mais c'est basé là-dessus. OK, inspiré. Parfait. Je sais qu'il y a celui-là ici. Alors, Scalagrim, c'est le groupe ontarien? C'est un groupe ontarien, mais c'est aussi un groupe qui est d'origine ukrainienne. C'est les Ukrainiens qui sont venus ici il y a. Avec Kilian Ross. OK, excellent. Parfait, excellent. Trop bien. OK. Et là, alors du coup, donc là, t'as la chance, le gambison, l'armure de plate. Moi, si je compte bien, vous vous êtes sauvé d'un truc et je veux savoir pourquoi. Pourquoi, à la manière des chevaliers du Moyen-Âge et de ceux qu'on voit dans Kingdom Come, vous avez sauté la côte de maille qui devrait être portée entre le gambison et la plate? Mais normalement, tu vas soit en avoir une complète, comme ce que tu portes présentement, ou tu vas juste en avoir aux jonctions. OK, donc en fait, attends, t'es en train de me dire que j'étais pas obligé de mettre une maille complète, j'aurais pu juste y aller avec des protections dans les creux du coude? Dans les creux du coude. Je suis un pigeon. Souvent, ce qu'ils vont même faire, c'est que sur le gambison lui-même, ils vont venir y installer la plaque. Ils vont venir y installer la maille. La maille. OK. Nous autres, vu que ce qu'on fait, c'est sportif. Excellent. La cotte de maille ne donne pas de protection et en fait devient un problème parce qu'elle se désagrège relativement rapidement. Mais normalement, où ce que j'aurais de la cotte de maille normalement, présentement, ça serait juste des petites... Des patchs? Juste des patchs. Est-ce que par sécurité, vous renforcez avec un peu de matériel moderne caché pour adapter à votre sport? OK, là, c'est sûr que là, après ça, si on s'en va là-dessus, moi, je suis pas chevalier dans la vraie vie. Je suis charpentier menuisier. Mes mains, j'en ai besoin. Mes dos, j'en ai besoin. Mes fesses, présentement... C'est le truc le plus précieux. OK? Ah bah oui. Plaque en plastique en dessous. Toi qui voulais pas que je filme les pieds, je suis content de la filmer des culs. Il y a de la protection moderne en dessous. Là. Mais c'est parfait. Les plaques ici. OK, puis on voit bien la couverture, hein, ça enrobe super bien la jambe sur les côtés. Le long de la colonne, on va porter des plaques cachées sur mon gars. OK, donc ça, c'est une protection moderne, c'est ça? Ouais. Mais elle vient combler un gap que tu avais entre la jambe et le torse, c'est ça? OK. Beaucoup d'armures, ça, vont avoir un gap. Ici, sur les côtés, sur les fesses, très populaire. OK. Ça, dépendamment de... Ça veut dire que tes fesses sont très populaires. Continue, j'adore cette interview. En
parce que justement, Dominique a plié Jérémy à côté. On voyait ça beaucoup en compétition, du monde allait plier l'autre, puis quelqu'un d'autre dans l'équipe allait avec une arme lourde, puis juste pratiquement botter le cul avec une arme. Oui. Ça faisait mal à la tête. Puis, à un moment donné, c'est qu'on pense souvent très beaucoup, surtout, mettons, avec Kingdom Come, ça va être un jeu où c'est que t'es seulement un joueur, mais ultimement, c'est que tu travailles en équipe, OK? Fait qu'à un moment donné, si je suis capable de pogner la tête ici, ben lui, je vais arriver. Quand il pogne la tête, puis après ça, quand je m'en viens, il est ouvert, pac! Alors, ça, c'est intéressant parce que justement, on a remarqué que souvent dans Kingdom Come, tu te fais un peu attraper par plusieurs personnages en même temps qui t'en servent, qui vont un peu comme rôder autour de toi, puis essayer d'attendre un moment où tu es occupé vers un adversaire, puis là, l'autre va venir t'attaquer, genre. Fait ça, réaliste? On fait absolument ça. C'est réaliste, mais je te dirais que c'est... Normalement, tu vas te faire dogpart. À un moment donné, si t'es tout seul, puis ils sont 5, ben nous autres, on appelle ça des maths simples. D'où le fait de reculer tout le temps. Ouais, tu peux reculer tout le temps. On est des êtres humains, right? Entre moi, je le suis, là, j'assume. OK? À travers beaucoup d'évolutions, on est fait pour marcher par en avant. Et donc, tu vas avoir un réflexe? C'est pas que j'ai un réflexe. Je suis meilleur à marcher par en avant que toi, t'es meilleur pour marcher par en arrière. OK, du coup, tu reculeras, mais pas assez... Tu vas reculer, tu seras jamais capable de reculer aussi vite que je suis capable d'avancer vers toi. Ah ouais, du coup, la fuite n'est pas une option. Non, absolument pas. La fuite n'est pas une option, mais c'est temporaire. OK? Et à un moment donné, encore là, la fuite n'est pas une option. Si t'es en temps de guerre, puis t'es obligé de défendre une position, tu peux pas t'en faire. Faut que tu défendes la position. Sinon, c'est tes femmes, ton grain, tes poulets qui vont se faire attaquer. Alors, c'est super intéressant que tu parles de ça parce que du coup, hop, tu viens de faire la méga transition entre la protection. Donc, on a vu un peu les démos. Vous êtes super bien protégés. Là, on voit en ce moment la cote de plaque. C'est pas mal. On voit le tour. Ça va bien dans le dos et tout. Ouais, mais ça donne quand même une idée du truc. Puis là, on a parlé protection, on a parlé poids, on a parlé du nombre de couches que vous aviez un peu sur le dos. Donc, quand même, c'est super impressionnant. En poids, en ce moment, à peu près, est-ce que vous savez combien pèse votre équipement au complet? À peu près. Moi, le mien, en tout, pèse environ 55 kg. 55 kilos? Mon casque pèse 8 kilos. Putain, la vache! Et ça, c'est super intéressant parce que c'est là où, en fait, on a parlé tantôt qu'il n'était pas équipé en côte de maille, donc peut-être qu'il se sauve d'un poids un peu, mais ce poids, il est rattrapé, en fait, parce que pour adapter l'équipement à leur sport, les casques sont plus épais. C'est un sport c'est contondant. Les armes ne sont pas tranchantes, ils vont se fester dessus le plus fort possible. Donc, le matériel est un peu modifié de l'original, de l'historique, finalement, pour accommoder plus de rembourrage à l'intérieur pour protéger évidemment la tête. L'acier aussi va être plus épais et donc évidemment plus lourd pour assurer la sécurité des participants. Moi, il me reste un dernier truc, puis j'ai trop envie de vous le demander. On dit pas là-dessus, tu dis il est 55 kilos, le mien est à peu près 32 kilos. Oui. C'est parce que t'as pas de casque, c'est ça? Non, avec mon casque avec tout complet, mais ça dépend toujours. Il y a différentes qualités d'armure. OK. Puis c'est la même chose qu'avec Kingdom Come. Tu vas avoir une Masterwork versus le poids fait par un bon armurier, puis tout ça va aussi différencier. Puis si moi, je fais de la grosse compétition, si j'ai quelque chose de trop lourd, je suis pas capable de compétitionner. OK. À un moment donné, je commence à faire genre comme, j'ai-tu besoin d'une plaque là? J'ai-tu besoin d'une plaque là? J'ai-tu besoin d'autant de plaques par ici? Est-ce qu'on se rappelle, là, est-ce que je peux faire un parallèle? Il me semble que la première équipe québécoise de Béour, c'était des armures qui avaient été réalisées par Serge Lavigueur et ils étaient partis leur première participation, c'était en Ukraine. Ouais. Et si je me souviens bien, les mecs avaient fait des full plate 15e siècle, style un peu joute, c'est-à-dire très rigide au niveau du torse, ça a protégé très très bien le cou, mais du coup c'était... Ils se sont fait laver complètement. OK, à cause... Ils ont été, une première année, ils ont été là-bas, ils en ont jeté de par tout le monde, mais à un moment donné, ils sont pas capables de bouger, c'est trop lourd, c'est mal adapté, puis là, tout d'un coup, c'est genre comme les autres sont comme, non, c'est une armure de joute contre une armure de fantassin. Okay. Puis tu te bats en fantassin. Okay. C'est sûr que tu vas avoir un problème. OK, mais du coup, là, moi, j'avais ma dernière truc, puis moi, c'est l'expérimentation, j'adore ça, parce qu'on a parlé tout ça, dans le jeu Kingdom Come Deliverance 2, on a la notion de mobilité. Du coup, quand t'es super équipé, déjà, tu fais plus de bruit, t'es moins discret, mais en plus, tu bouges plus lentement. C'est vrai, ça? Je veux dire, à quel point c'est vrai? Là, genre... Mais le monde se dit... Je vais bouger beaucoup plus lentement. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire les mouvements, alors si vous voulez... OK, ouais, carrément, oui, OK. Alors, aucun problème.
Ok. Lui, il visait la main, mais il s'est contenté du... Ouais. Alors, le mouvement, moi, je termine les notes de ça. On peut tout faire. On peut tout bouger. Ok, donc niveau mobilité, pas... Mais... Niveau mobilité, est-ce que c'est réduit? Un peu. OK. Un peu, OK? Mais je te dirais que tu t'en vas vers la même chose que nos fantassins présentement au Canada, OK? L'armure qu'on porte présentement est à peu près la même que une personne des forces spéciales canadiennes. Au niveau du poids, tu parles? Au niveau du poids. Moi, j'ai 32 kilos de matériel. Les autres, ils ont probablement pas loin de 40 kilos de matériel. Ça va dépendre. Puis moi, ça, on a été dans l'armée canadienne. C'est similaire. En termes de poids, ça vrai. L'équipement de protection, c'est certainement beaucoup plus léger. Mais c'est tout le casque, tout le kit, tu vas porter toute la flight, tu portes avec toi. Ça va être genre, mettons, tes balles qui vont être ici, tes gourdes, ton kit de premiers soins, ton sac à dos. Si tu portes une radio en plus de ça avec les astinarons, avec les batteries. Genre, c'est tout du poids qui va venir s'accumuler. Au final, c'est très similaire. Mais d'un autre côté, tu vas demander à un soldat, est-ce que tu veux cet équipement-là pour aller au combat ou tu préfères y aller avec rien? Même si tu vas moins vite, tu vas le prendre. C'est même pas un choix. Un chevalier va avoir le poids réparti partout. Un fantassin va avoir le poids réparti en haut. Ok, ça... Ok. Donc du coup, oui, on parle de quand même des gros poids, mais qui sont répartis un peu sur toutes les plaques à travers tout le corps. Parce que, tu sais, à travers les siècles, je veux dire, l'être humain, oui, on a évolué, mais on n'a pas évolué à ce point-là. Les armées, ils savent combien de poids que le fantassin peut porter. Au final, ils vont toujours chercher à maximiser le mix protection offensive, firepower, utilité qu'une personne peut porter. Ils vont aussi, on a découvert, c'est environ 70-80 livres que personne peut porter longtemps. Genre, entraîner, évidemment. Fait que, justement, c'est le fantassin, mais au Moyen-Âge faisait ça, les fantassins aujourd'hui le font encore. Ok, merci. J'ai une dernière question, parce que là, je voulais vous faire un peu de mouvement, de la course, tout ça, mais sinon, est-ce que les Diablotins, ça vous tenterait de voir une session de sparring un peu léger? Parce qu'ils ont un événement. Alors, le Doc de Montréal a un événement, où ça déjà, en Caroline du Nord la semaine prochaine. Du coup, là, ils vont s'équiper, puis faire une petite session de sparring juste pour vous sur Twitch, sur la chaîne de L-Frank. On parle de la sortie de Kingdom Come Deliverance 2. On vient de faire une bonne comparaison un peu avec ces armures modernes qui sont adaptées à un sport moderne. On a fait un peu la comparaison avec le matériel historique. Ça nous a parlé de poids, ça nous a parlé d'encombrement, mobilité. Il y en a un qui s'en est pris plein la tronche et je crois qu'il est en train de remettre le casque pour le tour 2. Donc en ce moment, on va avoir une petite session de sparring, de démo. Génial. Puis, après ça, si on a le temps, je vais demander un peu à quelle heure le gymnase doit être libéré. Et après ça, on va voir si on a le temps de faire un question-réponse avec nos Diablotins historiques. Il va rester deux petits extraits vidéo. J'ai deux petits extraits vidéo à leur montrer également après le... Ben, je sais pas si c'est mieux avant ou après la session de sparring. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que les gars sont prêts pour le sparring. On va prendre la vidéo pour juste après. Ça marche. Ça va aussi permettre de faire une bonne comparaison entre ce que le jeu vous présente et ce que le sport moderne vous présente en ce moment. Absolument, ouais, je suis d'accord, allons-y comme ça. Non, c'est ça, les gens trippent à date dans le chat, en tout cas. Il y a des beaux commentaires. Galgator qui dit vraiment bon comme entrevue. The Old Gamer qui pense qu'il a découvert une passion pour le combat médiéval. Bref, plein de beaux commentaires, plein de hype également. Donc, on est bien, on est bien. Donc là, ce que vous voyez là, les amis, c'est du BO, du combat lourd en armure. Tantôt, ce que les gens de la compagnie médiévale faisaient, c'était de l'escrime médiéval, de l'art martial historique européen, donc plus proche de l'escrime moderne avec justement beaucoup plus d'aspect médiéval. Et là, ce que vous allez voir, c'est du BO, du combat lourd en armure par le Dog de Montréal. Je vais poster leur page Facebook dans le chat à l'instant. Je vous invite à aller les suivre. Et le Dog de Montréal, c'est à vous! Oh la vache. Oh merde. Il l'a mis dans les tables. Tout va bien. Ok, là on a la fameuse sprint. Oh là là la vache. Wow.
Alors, ce que j'ai vraiment adoré, c'était la partie lutte. Je sais pas si vous avez vu, ça s'est échangé des coups, ça s'est poussé, ça s'est tiraillé. Puis ça a fini avec une espèce de mise à terre. Le gars a roulé par terre. Son gant s'est pris dans sa côte de maille. C'était complètement dingue. Il est en train de se faire rééquiper. C'est vraiment ouf. Puis ça, c'était intéressant. C'était super intéressant. C'était exactement ce dont on parlait juste avant. Ça a commencé avec des distances, ça a commencé avec des coups, ça s'est poussaillé un peu. Puis ça a fini avec cette espèce de lutte qui était décrite et dans les traités avec la compagnie médiévale. Et dans ce que tu disais, cette espèce d'approche. Salut, je vais te faire un câlin. Ah, surprise, c'est pas un câlin. Non, c'était génial. Les gars, est-ce que vous vouliez nous présenter des armes différentes, un round 2? Est-ce que les diablotins, on remet ça? Ah oui, je pense qu'il veut en avoir d'autres. Est-ce que vous voulez en avoir d'autres, les diablotins? Jérémy est arrivé. Mettez du hype dans le chat, mettez du hype. On va changer d'équipement, ils vont aller prendre d'autres armes. On va aller faire ça. Puis... Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que un soir ou plusieurs soirs par semaine, on est à l'église, à nouveau, je vous répète, Saint-Jean de Birchman à Montréal, et il y a plusieurs clubs de différentes activités, que ce soit des combats de type jeu de rôle, grandeur nature, mais aussi des groupes comme le Doc de Montréal. On a aussi Urvaz, qui sont un peu les descendants du groupe dont on faisait partie avec Franck, le Vinland. Ouais, c'est là qu'on s'est connus tous les deux. Ils sont en arrière, tout au fond, à faire du combat viking, et justement, ils préparent un peu toutes les shows, les spectacles que vous allez voir pendant les fêtes médiévales du Québec cet été, et évidemment la compagnie médiévale qui vient un peu faire un tour, puis donner un peu l'aspect un peu plus historique de cette pratique. Alors là, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Doc de Montréal, c'est parti! Bon, je pense que son stamina il baisse là. Son stamina il doit être vachement bas en ce moment. Le coup de bouclier direct sur le casque. Ah, c'était trop bien. C'était trop bien. D'accord, on a vu un peu plus la dynamique avec des armes. On a vu beaucoup plus quand vous vous couvrez, quand vous attaquez derrière, les allers-retours. Honnêtement, tu te sens comment en ce moment? Tu respires comment? T'es énergie là, t'es comment là? Oh, ben, on va dire que c'est une première. Là, tu prendrais une petite pause là? 30 secondes. Ouais, ok. Dom, toi, ça donne quoi là? Non. Ah, il est prêt. Un autre combat, pourquoi pas? Moi, je vais juste continuer à me promener en costume, ok les gars? Alors, c'est pour ça que quand on vous parle d'un groupe sportif, c'est ça, c'est qu'en plus de la pratique, le maniement des arts, il y a vraiment tout le côté physique pour porter le poids de l'armure. Et ça, c'est un truc que j'ai hâte de voir dans Kingdom Come Deliverance 2, c'est de voir un peu l'effet, plus tu te mets du poids. Dans le 1, je suis jamais arrivé au niveau de porter assez d'armure pour être impressionnant, mais je me rappelle c'était pourri, je me suis fait pourrir par des brigands en slip. J'arrive, j'étais content, une petite côte de maille, une petite côte de plaque. J'arrive, je suis comme, ah les gars, je suis intouchable. Les mecs, ils se mettent à 3-4 sur moi avec leur bâton, ils m'ont fumé. Mais est-ce qu'on avait après une autre démo sur le jeu? Parce que non, parce que moi c'est parfait. Sérieux, j'ai trouvé ça fantastique, Dom. Hey, Doc de Montréal, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour votre prochain événement. Alors à nouveau, Franck va pouvoir vous mettre les liens pour retrouver les activités du Doc de Montréal. Voilà, c'est bien l'instant dans le chat. De Montréal, leurs activités. Vous pouvez les suivre parce que souvent, quand ils participent à des compétitions à l'international, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les gars, en fait, souvent c'est streamé en live. Et ça va vous permettre en fait de suivre leurs activités et du coup, pourquoi pas peut-être leur demander de les rencontrer pour une démo ou pour un cours à Montréal. Et aussi, on a d'autres groupes qui pratiquent ce sport-là du béour au Québec. D'ailleurs, justement, on l'a abordé un peu pendant l'entrevue, mais on n'a pas donné beaucoup de détails, en fait, à savoir qu'est-ce que c'est exactement le béour. Si on peut revenir un peu là, sur l'information historique, j'avais dit dans le chat que ça existait, en fait, à l'époque du béour. C'était basé vraiment sur un sport médiéval qui a réellement existé, qu'on a adapté, évidemment, avec les contraintes modernes. Mais c'est quoi exactement le béour pour les gens qui connaissent pas ça du tout? Alors, le béour, on est vraiment dans une espèce... D'abord, béour, le nom a été utilisé pour plusieurs types de compétitions. En général, quand on parle de béour, si je me souviens
souviens bien, on parle de mêlée. Une mêlée qui peut être aussi montée, équestre, où là vous voyez les cavaliers équipés d'un genre de masse où ils visent une figure posée sur le haume de leurs adversaires. Donc le béour peut être monté, le béour peut être à pied. Pour ça, on peut vous référer pas forcément à une pratique de tournoi régulier, mais à un défi, le fameux défi des 30, qui vit des chevaliers anglais, des chevaliers français, donc ou breton, était-ce? Tiens, bonne question, faites-donc une petite recherche, les diablotins historiques, sur le fameux combat des 30. Ça vous donnera une très bonne idée de ce que vous venez de voir en ce moment. Le combat des 30. C'était un combat à pied qui a eu lieu dans les années 1300, je crois. Et donc, on avait vraiment cette espèce de système de deux équipes qui s'affrontaient. Et donc, des personnages historiques y ont participé. Donc, ça se retrouve assez bien comme information. Mais malheureusement, moi, de mon côté, j'ai fait la passoire. J'ai pas trop retenu ça, à part que ça inspire beaucoup les équipes du Béour. Ils le citent souvent. Ah ouais, OK. Ben moi, c'est la première fois que je l'entends, mais j'avoue que moi, de mon côté, j'avais plus fait du combat plus léger que ce qu'on a vu là, justement. Dans le Viking, le groupe dans lequel toi et moi, on s'est connus, justement. C'était du combat quand même assez... Je dirais que l'impact des coups, puis vraiment le mouvement des gens, la stamina que ça prend et tout, l'endurance, c'était assez similaire. Par contre, ça arrivait pas souvent qu'on vire en lutte, parce qu'il y avait des règles de touche, il y avait des règles de coups. C'était du combat lourd, mais une coche de moins un peu que le Béour, là. Fait que moi, j'ai toujours été un peu plus comme spectateur du Béour, donc j'avoue que je connais moins leurs référents. Mais c'est intéressant à voir, c'est vraiment le fun. Puis ça donne... Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces pratiques modernes, dans le fond, elles ont quand même une espèce d'origine historique. Ouais. Mais, je vous l'ai dit, hein, au niveau du matériel, que ce soit au niveau des pratiques, parce que comme disait Dominique, le lundi, faut qu'on retourne au travail. Voilà. Alors c'est bien beau de s'éclater la fin de semaine, mais toutes ces choses auxquelles on est dû, ça fait qu'on va pratiquer de manière beaucoup plus sécuritaire, quitte à un peu tricher, que ce soit sur les équipements qui sont, comme je vous le disais, un tout petit peu plus élargis pour avoir plus de padding à l'intérieur, que ce soit aussi de la triche au niveau des accessoires. Évidemment, il n'y aura aucune compétition avec des armes aiguisées, tous les tranchants vont être émoussés, etc. Là, du coup, moi, si vous voulez, les diablotins historiques, je vais juste vous lâcher 2 secondes avec Franck, je vais aller demander jusqu'à quelle heure on a le local, juste pour voir si on peut avoir un petit question-réponse avec les intervenants et de la compagnie médiévale et du Doc de Montréal. C'est bon pour vous? Parfait. Ouais, c'est bon. Je les prends en charge. Je suis habitué de me voir, de toute façon. All right, je vais mettre moi-même en plein écran. Là, vous voyez à travers le Discord. Hello! Hello tout le monde. Puis comment vous trouvez ça à date? À date, je vois tous vos commentaires puis vos belles hype d'émoticônes dans le chat. Là. C'est wow. Quel beau segment. Sérieusement, je savais que vous alliez aimer Alexandre. C'est un gars qui est hyper passionné, dynamique, le fun. Fait que non, vraiment, puis il y a toujours du beau contenu à nous aimer. C'est malade. Salut Ghost, comment ça va? Fait que n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, allez-y. S'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres sur la représentation historique de leurs armes et armures, la comparaison avec le jeu et les jeux Kingdom Come, leur groupe, leur origine, d'où est-ce que ça part, pourquoi ils font ça, bref. Moi, je vais peut-être leur poser quelques questions, mais n'hésitez pas si vous en avez. Là, je vais prioriser vraiment vos questions d'abord dans le chat. Je vais laisser les gens du chat te l'expliquer, Ghost, à ce niveau-là. Là, t'arrives tard quand même là, pendant le segment. Là. Puis ça va se retrouver par après, je le répète, hein, sur YouTube. Je vais poster une version éditée de tout ça. Là. Tu parles peut-être une chaise, par exemple? Ah oui, toi? Prends une chaise. Moi, je vais me mettre comme ça, tiens. Alors, voilà, exactement. Alors, on va voir tout le monde. Oh, le beau chapeau en plus. Let's go. Ah ben oui. Et il l'a sorti exprès pour vous, le chapeau. Là. Wow. Attention. Là. Hey, merci beaucoup, c'était le fun. Justement, ce chaperon roulé était très à la mode au 14e, début 15e. Ouais. On le retrouve et dans des sources iconographiques, mais aussi, justement, dans le jeu Kingdom Come. Alors là, c'est vrai, vous l'avez 100%. Alors, du coup, la compagnie médiévale, on va se mettre un peu autour. Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai tout le monde? Oh, vous êtes tombés, les diablotins. Alors là, c'est pas mal. On a un angle ici. Je vais relever un peu la caméra. Alors, les diablotins, en ce moment, c'est sur le chat que ça se passe. Balancez vos questions à Franck. Moi, la première question, je vais commencer le bal des questions, puis je vais laisser les gens du chat les poser par après. J'ai moi-même été dans cet univers-là. J'ai fait de l'escrime médiéval, j'ai fait du combat viking aussi. J'ai moins touché au BO, par contre, mais toujours un spectacle impressionnant à voir. Puis j'aimerais ça vous poser la question, en fait, peu importe qui voudra répondre. C'est vraiment une question ouverte que je lance. Dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer là-dedans? Parce qu'on s'entend que c'est pas quelque chose qui est très connu, répandu au Québec. Donc, comment vous avez connu ça? Puis qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette discipline-là? Alors, on va le faire en format tour de table. Vous, ça a été quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que vous avez démarré cette activité-là? Est-ce que c'était vraiment genre
bon, j'ai vraiment rien à faire à la maison, j'ai monté tous mes Lego, go, je vais faire un autre truc. Ou qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette passion? On va aller par là. Salut David, on démarre avec toi. Oui, moi c'était vraiment la passion pour créer chevalier, château, époque médiévale, combat en armure. Du coup, est-ce que tu dirais par rapport à les choses sur lesquelles tu tripais, tu avais peut-être une vision un peu romancée du truc? Et quand tu as découvert... Ah ouais? Ah, complètement. Du coup, quand tu as découvert la réalité du truc, c'était quoi? Après, ce qui m'a pris pour les arts martiaux historiques européens, l'aspect art martial. Ouais. Donc vraiment apprendre des techniques, étudier des techniques, répliquer des techniques, la fonction, ça. Ok, trop bien. Et de votre côté? Pareil, hein. Si tu peux rapprocher le téléphone le plus possible d'eux, Alex. Ou eux-mêmes se rapprocher. C'était un petit peu pareil. Ça tient depuis mon enfance. J'ai toujours eu plein d'épées chez moi, aux grandes dames de mes parents. Et puis, dans le cadre de mes études, j'avais besoin de me dépenser plus. Puis, il y avait un club à côté de chez moi. J'ai fait, OK, c'est parti, on y va. Oh, c'est trop bien. C'est fou. Il y a quand même la partie où elle est enfant, puis elle a plein d'épées chez elle. On y reviendra plus tard dans une autre interview. De ton côté, qu'est-ce que ça a donné? Pour ma part, ça, quand j'étais jeune, je faisais de l'escrime olympique jusqu'à temps que je devienne adulte. Puis ça avait arrêté à cause de la vie, les études, tout ça. Puis à longue de la carrière, je me ramassais tout le temps trop frustré et tanné de la vie du monde. Fait que je fais ça à un moment donné au centre de la passion médiévale. Je fais, c'est une bonne manière de me détendre puis de m'expulser un peu des fois. T'épuises vraiment bien là-dessus. Tu reviens chez vous, t'es content, le lendemain, tu pointes à la job. T'es de bonne humeur, t'as oublié tout ce qui s'est passé. Tu t'es défoulé, toute l'agressivité est passée. Je tiens à signaler que c'est le mec qui a pris le coup sur la tête qui dit « T'as oublié tout ce qui s'est passé ?» Jérémy, de ton côté? Moi, de ma part, je peux remercier à mon professeur universitaire Pierre Cameron de la faculté à l'Université Laurentienne. C'est vraiment lui qui m'a donné la passion. Et puis, de ma part, j'avais fait la boxe, le kickboxing, le jiu-jitsu. Et puis, j'ai vraiment vu ce sport comme un vrai défi. Puis, je vais aussi avouer, je pesais environ 300 livres lorsque j'ai débuté. Puis, je suis rendu à peu près à un 220. Puis, je me suis fait dire par mon capitaine que c'est plus fort aujourd'hui que je le frappais dans le temps. Ah, trop bien. Tom, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, à 16 ans, j'ai un de mes amis qui est arrivé de nulle part. Il dit « Hey, j'étais allé à un GN la fin de semaine passée. On devrait faire la même affaire chez nous, en arrière, dans le bois, en arrière de chez nous. » Ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Le gars, 3 semaines plus tard, il se battait avec du métal. Tout va bien. Jérémy. Yes. Ouais, moi, c'est un peu comme tu as dit. En fait, je me faisais chier, j'avais besoin de bouger. Donc, merde! Je me suis retrouvé aux AMHE, puis je suis resté pour le côté psychologique, tactique, l'espèce de mind game qui joue, qui est très intéressant, très stimulant. Si tu te poses un peu, tu réfléchis à ce qui se passe, c'est pas stimulant. Puis les gens sont vraiment nice. Ah, ça c'est cool. Et donc, tu as vraiment un côté stratégique qui est venu te chercher là dans le jeu. Ouais, c'est comme les échecs, mais avec des points puis la tête. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, c'est comme les. Jérôme. Moi, quand j'avais 6 ans, il a fallu que je choisisse un sport. On m'a dit, ça t'intéresserait pas de faire de l'escrime? C'est quoi l'escrime? Bah, tu te bats avec des épées comme D'Artagnan. Ok, je veux faire ça. Et à partir de là, donc j'ai fait de l'escrime olympique pendant longtemps, jusqu'à temps que j'arrive en Allemagne. Et puis, je suis tombé sur une affiche, battez-vous comme un chevalier, fait en allemand. Puis, j'y suis allé, puis j'ai commencé les AMHE comme ça. C'est trop bien, ouais. En gros. Ok. Nice. Ah, bah, disons, moi, j'aimerais ça un jour qu'on interviewe un mec de Béour qui dit « Ah, bah, moi, j'ai commencé à 6 ans. » Un peu comme le barbare dans Nalbuck, tu sais, il commence à foutre des baffes à du monde à 6 ans. Ouais. C'était notre tour de table pour les origines de nos intervenants aujourd'hui. Génial, c'est super intéressant. Des questions dans le top? Oui, absolument. Ouais. Première question, en fait, Galgator qui demande quel est votre plus vieux vétéran, femme ou homme, c'est-à-dire le nombre d'années d'expérience dans ce style d'entraînement. Alors pour les, est-ce qu'on parle pour les deux? On parle pour les deux groupes, n'est-ce pas? On parle pour les deux groupes, ouais. Alors du côté de la compagnie médiévale, votre pratiquant et votre pratiquante les plus expérimentés, on parle de combien d'années à faire de l'escrime à la compagnie médiévale? Ou ça peut être escrime ici, ça peut être exactement les autres clubs d'escrime. Ah mais oui, François Pop, 52 ans. François Pop. Salut, si tu passes, François Pop. Il a fait pendant 25 ans. Donc pendant 25 ans, il a arrêté dans sa soixantaine, c'est ça? Il continue encore là. Oh, il en fait encore, François? Ouais. Il a une orthèse, une jambe bionique. Oui, je me rappelle qu'il avait des problèmes au genou. Oh la vache, François! Alors François, 25 ans d'expérience, il est dans sa soixantaine et il se met encore sur la gueule, c'est fantastique. Incroyable.
Incroyable. D'ailleurs, François, dans les années 2012, faisait aussi du combat en armure, hein, et il était dans sa cinquantaine aussi dedans. Du coup, et au niveau de la pratiquante, est-ce que vous en avez? Blandine, t'es rendue la plus expérimentée du groupe? Non, c'est Victoria. Ok, Victoria. Une année, qu'elle est à... Ok, 9 ans d'escrime pour Victoria, puis est-ce qu'elle est dans sa trentaine aussi ou mi-vingtaine? Ok, elle a commencé jeune. Ok, waouh, ok. Et du côté du Béour, est-ce qu'ils vivent vieux les gens du Béour? Étrangement, oui, parce que notre plus vieux combattant qui est aux États-Unis, je pense qu'il a 23 ans. Attends, pardon, on parlait pas des arbitres. Non, il doit encore. Il fait pas grand-chose, là. Il fait des petites affaires. 80 balais! Mais tu sais, sinon, on a Jay Brooks, là, qui a 60 ans, il a fait son dernier tournoi. Ok, 60 ans. Mais tu sais, comme tournoi, puis il représentait les États-Unis, là. Il fait pas n'importe quoi, là. Pas juste une petite affaire qui fait juste le père qu'on a, il en faisait pour de vrai, puis on s'y allait pas pour de vrai. C'est comme. Non, à Montréal, même présentement, je pense que c'est moi. 8 ans que je BO, 25 ans. Moi, je sais pas pourquoi j'ai un trip, j'ai quasiment envie de lancer un duel au gars de 80 ans en étant sûr qu'il va me ramasser, il va me péter la gueule, c'est certain, le gars. Il a 80 piges, il fait du Béour. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Et au niveau des pratiquantes Béour, parce que c'est une catégorie qui existe depuis longtemps. Oui, on a pas mal. On a eu pendant longtemps les championnes mondiales ici au Québec. Oui. Nos filles avec Chloé. Oui, j'ai entendu ces noms-là. Gabriel Bergeron, et elle? Eux autres, la plupart ont pris leur retraite au moment à peu près à la COVID. La COVID a fait mal, l'équipe a pas mal. Mais les autres, ils partaient puis ils revenaient avec des trophées remplis leur. OK, wow. OK, trop cool. Mais il faut dire en ce moment, l'équipe de Montréal, c'est l'équipe au Canada avec le plus de femmes. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez entendu, l'équipe de Béour de Montréal en ce moment, c'est l'équipe canadienne qui a le plus de femmes dans son sens. C'est trop bien. Bravo. Je sais pas si on a pas de bien tourner. Très cool. Oh, c'était pas mal, hein? C'est excellent. Ni vu ni connu. Mais est-ce qu'on avait encore quelques questions du côté du chat? Absolument. Il y a Mando Québec qui demande combien ça coûte pour tout l'équipement au niveau de l'armure. Question, j'imagine, plus adressée aux dogs de Montréal. Comment les mecs ils veulent pas répondre parce qu'il y a un blanc qui vont regarder le Twitch et tout. Mais ça c'est intéressant parce que vous parliez, c'est super intéressant que tu dis ça parce que justement, tantôt on parlait de différentes qualités d'armure. Là tu viens de nommer. Titane. Moi je l'ai en titane, ce que tu as vu tantôt en vert. Pourquoi en titane? Plus léger, 40%. Et c'est combien de pourcents plus cher que l'acier? 40% plus cher. Moi, quand j'ai quelqu'un qui veut faire une armure custom pour lui-même, ça peut prendre 3005 et 5000. OK. Hein? Comme je dis, 20 du monde, 3005 et 5000, tu es probablement même pas capable d'être club de golf nulle part à Montréal. OK. Mais est-ce que c'est les gens, est-ce qu'ils s'équipent tout d'un coup? Est-ce que d'abord vous pouvez faire des pratiques avec moins d'armure, vous commencez les techniques, tout ça, puis ils peuvent s'équiper au fur et à mesure? Idéalement, c'est qu'un processus fait graduellement. OK. Souvent, comme Wildmont, c'est dit à faire un chest. OK, normalement, tu peux aussi faire ton armure juste par une personne. OK. Il y a plusieurs façons d'y aller. OK? Fait que là, comme mettons, moi, mon armure, il y a à peu près comme 6 armuriers différents qui ont travaillé. L'armure à Jérémy, il y a un armurier qui a travaillé. Oh! OK. Puis là, au niveau armure, donc là, on parle de 3500, 5000 pour une armure de type Béour. Ouais. Là, ça peut monter vraiment, ça, tu sais, ça c'est 3 à 5000, ça tu commences là. Ça, puis tu as des périodes historiques. Et généralement, plus tu vas monter vers des armures modernes, dans le style, plus ça va jumper. Plus détaillé, ça, plus entre 3 et 5000, ce qu'on va appeler généralement l'armure 14e siècle. On va faire Bigandine, kit. Vous faites des catégories comme ça par datation? Moi, je suis un kit transitif 15e siècle. OK. Le chiffre te dit double. Puis si tu veux aller chercher un bon gothique 16e siècle, là, tu peux le doubler une autre fois. Le mien, moi, mon kit, ça qui est censé comme début 15e siècle, début 15e, je pense que je suis rendu à pas loin de 10 à 11 000 $. Wow! Ouch! Et encore là, gros j'ai aussi ramassé 2 kits seconde main pour le club à 1100$. Attends, ça se trouve du matériel d'occasion? Oui, ça se trouve. Donc ceux qui veulent commencer et pas mettre un plein pot dans une armure, ils peuvent trouver des accessoires d'occasion. Aussi, si on recommence généralement, fais au moins un 6-7 mois. Pas de kit, trouve-toi un club, essaie d'en faire. OK, dépense pas ton cash tout de suite. Non, vraiment pas. OK, excellent. C'est ça, comme, arrive-toi, apprends un peu sport. Soit les armures, les kits vont te prêter un peu
kit pratique un peu, apprendre à faire. Franchement, au prix que ça coûte, tu veux pas t'embarquer là-dedans sans être certain que t'aimes ça. Tu te sentirais vraiment calme d'avoir dépensé 3-4 000 $, puis faire genre 6 mois après, j'aime pas ça finalement. Moi, je connais des mecs qui commencent Warhammer comme ça et qui quittent Warhammer comme ça. Tous les loisirs, toutes les passions, c'est pareil là. Moi, j'avais une question parce qu'on a parlé d'armure de Béour, mais c'est parce qu'on a aussi Blandine et Jérémy qui sont équipés quand même avec des armures modernes pour la pratique des arts martiaux historiques. Ouais. Et du coup, vous, de votre côté, si on veut pratiquer le combat et un peu recréer le geste, combien ça va coûter à la compagnie médiévale un kit moderne? C'est moins cher. C'est vraiment moins cher. Je pense que pour un kit de base incluant une arme, formation, t'en as pour 1 000 $. Un peu plus. Avec l'arme un peu plus. Ouais. Il a dit 1 000 $, il y a des personnes derrière, ils sont comme... Bon, monte un petit peu plus. Ça dépend vraiment de qu'est-ce 300 minimum, 300, le casque, 200, Avant, je te dirais oui, c'était plus. Maintenant, ça bouge un peu. Ok, tu trouves Commence à y avoir des fabricants low cost. Ok, comme moi, j'ai des protections qui sont pas pour les machines nécessairement, mais plutôt rigides. Donc, ça fait la job pour ton sport. Ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher. Donc, tu peux remplacer. Tandis que lui, par exemple, pourrait pas se présenter, Dom pourrait pas se présenter à un événement avec des pièges en plastique pour faire moins cher, mais avec la même protection, ça passerait pas. Même tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible doit être... Mes plaques de plastique, j'ai le droit de les amener. Il faut qu'elles soient en dessous. Ok. Donc ça, c'est excellent. Est-ce que ça répondait pas mal à la question de nos diablotins historiques? Je pense que ça répondait pas mal à la question, oui. Puis maintenant, il y a Nicolas Desatins qui demande, est-ce que selon eux, avec un froid hivernal québécois comme on a là, est-ce que l'armure deviendrait trop froide ou on serait capable de l'adapter pour avoir chaud? Donc, côté préservation de la température un peu, qu'est-ce que ça dit finalement? Alors, c'est super intéressant parce que je pense que les gars vont peut-être vous reparler du gambison. Ouais. Les gars, la question en ce moment, c'est si je vous fous dehors en ce moment, il fait quoi? Moins 20? Ressenti combien? Moins 14 seulement? Ah, bon, ça va, c'est l'été. Mais là, du coup. Peux-tu y aller, il fait chaud? Non, mais c'est ça, on va dehors. Là, en ce moment, vous crevez de chaud, là, en ce moment. Vous avez méga chaud. Mais là, du coup, si on va dehors, vous tenez, mettons une marche hivernale, vous devez passer du château A au château B parce qu'il y a une attaque ou quelque chose, vous partez dehors, vous marchez combien de temps avant de crever gelé? Ou vous crevez pas gelé? La bonne réponse, c'est que tu fais la guerre en été. Déjà, c'est d'ailleurs, diablotin historique, c'est pour ça que le mois de mars s'appelle le mois de mars. Alors, Voilà. du coup, vas-y, qu'est-ce que ça donnerait? Mais la température joue un gros rôle. OK. Alors, à tout instant, lorsqu'on porte notre armure, je dirais qu'on flotte tout le temps à une dizaine de degrés au-delà de la température ambiante. OK. Ton métal qui va refroidir avec ta température ambiante, est-ce que ton métal va te refroidir ou pas du tout? Parce que finalement... Notre gambison, c'est littéralement comme un manche vert. Donc c'est ça, t'as pas de contact entre ta peau et ton métal, t'as toujours soit tes vêtements, pour les gens, j'imagine c'est des vêtements un peu plus épais, pas forcément des paddings comme le gambison ou des choses gamboisées. Avec le gambison, tu vas avoir des épaisseurs vraiment différentes. Tu sais, le méta en ce moment, c'est un gambison qui est très léger. Okay. Moi, je suis arrivé juste avant que le méta change pour les gambisons légers. Fait que moi, j'ai un gambison très épais. Oui, mais c'est bon. Chaud. J'ai chaud. On s'en va à moins 20, puis c'est un nuage de vapeur autour de moi. Dans un contexte historique, la guerre, principalement, ça se fait là-dedans. Tu ne seras pas capable de bouger une armée à travers une grosse tempête de neige, des choses qui faisaient moins 20. Tu vas perdre tes hommes. Le monde ne le font pas. Okay? Normalement, tu es là et tu attends. Okay? Les gros combats en armure, les choses que tu réserves pour l'été, planifie pour l'été. Tu pars en printemps, tu vas en été, tu reviens en automne. Puis c'est intéressant que tu dis ça parce que justement, c'est vrai que c'était justement dans Osprey historique qui parlait, je crois, des guerres en Italie. Puis j'ai jamais entendu parler de guerriers, de combattants, de chevaliers morts de froid. Par contre, on entend beaucoup parler de combattants morts de chaud sur le champ de bataille. Assommés, crevés par la chaleur, en plein champ de bataille et parfois même pas en manœuvre. Juste d'attendre l'armée adverse qui se déploie. Ouais, exactement. Je vais donner l'exemple. On avait une canicule l'an passé. On faisait une parade pour, je pense que c'était les Scottish Games. À Montréal? À Montréal. OK. Moi, j'ai fait un coup de char. Je pense que donc, tu étais juste en train de marcher en armure? Juste en train de marcher en armure avec une arme. Puis moi, quand on est arrivé au parc à la fin, j'ai trouvé un arbre. J'ai crashé en l'arbre. Wow. Tellement. OK. Donc, 37 degrés avec une humidité de 92. Ça vient plus te chercher que le froid hivernal. Le froid hivernal, je peux le Et se battre le lendemain dans cette même température-là, comme c'est ça, on ne pourrait pas faire le show qu'on voulait, car les combattants tombaient à chaque fois qu'ils battaient. Il y en avait un ou deux qui prenaient le bord et puis ils ne retournaient pas.
pas parce que la chaleur, oui, c'est ça. Et puis, il y a des gens avec de l'armure noire. Ces gens-là, oui, la température augmente encore plus que ça fait. Déguisé en panneau solaire, c'est jamais... Mais alors du coup, est-ce que la compagnie médiévale, est-ce que vous, des fois, vous pratiquez à l'extérieur? Ouais, ça arrive. Oui. Ok. Mais et pendant l'été, vous portez les mêmes équipements complets, tous les paddings, les gants bisons, les protections, articulations. Oui, d'ailleurs, pourquoi c'est quoi là c'est le style, c'est la classe, c'est pourquoi Il y a c'est deux raisons à ça. Ouais. Alors, il y a une raison historique et il y a une raison de troll. Moi, je veux la raison de troll de Red. Ouais, moi aussi. Ok, donc la raison historique, c'est que dans les guildes, en particulier 16e, 7e siècle, vous êtes l'escrime fort de l'époque, on va dire. Ce qui se faisait, c'était de mettre de la craie sur les lames et les touches étaient visibles comme ça sur les habits des gens parce que la craie laissait des marques là où ça avait tout. Trop bien. Ah ouais. C'est super pratique. Mais un like si t'as appris un truc, les diablotins là. Ouais. Et la raison de troll, c'est juste qu'en escrime moderne, il n'y a que les maîtres d'armes qui ont le droit de porter du noir. Ah, bien fait pour la gueule. C'est trop cool. Moi, en ce moment, avec l'horaire qui est avant, je vous prendrai si les diablotins, peut-être encore une ou deux questions, ça marche pour vous? Oui, ben il y avait une question très pertinente, puis moi, en tout cas, dans mon passé de combattant médiéval, justement, je me la faisais poser souvent. Puis probablement que vous aussi, vous vous la faites poser très souvent. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « Oh, ils ont des épées en métal. Est-ce que c'est pas risqué? » Ben oui. Ben oui. Ouais, mais d'un autre côté, comme prendre ta douche puis glisser sur ton savon, c'est risqué, là. C'est vrai que savon, épée... C'est pareil, même combat. Ok, donc en fait, les épées sont pas affûtées. Les épées sont pas affûtées, elles ont un bout arrondi, je sais pas si... Ah, merci beaucoup. Surtout celle-là, elle plie pas en plus. Ok, celle-là est un peu dangereuse. Alors, l'idée en fait, c'est que vous avez le type de lame qu'on utilise, que la compagnie médiévale utilise pour leur pratique des arts martiaux historiques. Vous voyez en ce moment que la section un peu en diamant, c'est quand même une lame rigide. La pointe est arrondie. Par contre, il y a... Ah merde, ça coupe! Non, je déconne. En fait, il n'y a aucun tranchant. Puis c'est vraiment l'idée de pratiquer, j'imagine. Tu reproduis le geste au mieux possible, mais comment tu fais pour pas blesser tes potes? En termes généraux, dans l'équipement comme le BO, le niveau de protection des équipements est suffisant pour qu'on puisse jouer. C'est-à-dire, si vous prenez un coup de hache sur la tête, votre casque est fait pour ça. En fait, c'est pas dangereux. À la guerre, on n'utiliserait pas une hache comme ça. On dirait une hache comme ça au bout d'un chapier. Ok. Parce que ça, ce serait dangereux. Ok. C'est pour ça, souvent, qu'on voit pas les grandes polaxes. On voit pas, même au guillemot, on voit pas les grandes polaxes. En fait, là, en ce moment, je veux dire, c'est vachement lourd. Là, on a une arme. On n'a pas une arme d'armes martiaux historiques. On a en ce moment une arme de Béour. Puis elle est hyper épaisse. Puis le bout est vraiment lourd. Ouais. Mais comme on remarque, vous avez. D'ailleurs, c'est la technique dont la compagnie médiévale vous parlait. On le revoit à nouveau dans l'équipement du Doc de Montréal. Ouais. Vous vous rappelez un peu le crochet qu'on nous a montré tantôt? Pour aller tasser le bouclier, tu vas aller crocheter, ouais. Moi, je vais aller accrocher, Ok. c'est sûr. Puis on a vraiment il y a aucun tranchant en fait. C'est vraiment de se bourriner la tronche avec des gros morceaux de métal, quoi. Mais non seulement ça, si on regarde un peu plus loin, on va avoir... moi, je suis aussi l'arbitre en chef au Québec. Ouais. Fait que nous autres, toutes nos épaisseurs de lame sont réglementées à 2 mm. Ensuite de ça, ici, ton arrondi, tout ce qu'on appelle un non-striking head, doit avoir le diamètre d'un 5 sous. Donc ça, c'est pas au hasard, là. Ça, c'est vraiment déterminé et vous avez une réglementation pour justement éviter les accidents. Et quand j'ai besoin de frapper sur quelque chose, j'ai besoin d'avoir je dois avoir un minimum de mon head, je dois avoir soit 7 cm pour une hache à une main ou 10 cm pour une hache à 2 mains. OK, parfait. Okay. Ce qui fait en sorte que, tu sais, à un moment donné, les gars, ils ont fait des tests. Là. Et ça voit comme, oui, OK, on le sent, ça fait mal, mais avec ça, si je frappe quelqu'un, je devrais pas le rendre paraplégique. C'est quand même une vachement bonne idée. J'aime beaucoup cet aspect. Oui, c'est une très bonne idée. Moi, j'avais une question. Jérôme, toi, derrière moi, tu as une épée plus longue. Ça c'est pour la pratique des arts martiaux historiques. Oui. Elle a une spécificité, justement, pour pas blesser un peu tes partenaires de jeu? Alors, en fait, il y a deux... c'est une épée qui est spécifiquement conçue pour la pratique et qui est documentée aussi historiquement. Donc déjà... Elle plie pas mal, hein? Ouais, donc ça peut... Et encore, celle-là est quand même assez rigide. Les gens aiment pas se battre contre ça. Il y en a qui plient plus que ça? Oui. OK. D'autres plient est plus flexible que ça.
l'autre truc aussi, c'est que donc on se retrouve pas comme avec la dague. Là, c'est une section plate, donc ce qui permet de garder un peu de flexité. Et le ballon de la lame est remis à sa place, en fait, avec ça qu'on appelle le shield. Donc, qui permet en fait de rebalancer la lame à peu près comme une vraie. C'est juste que ça fait que c'est moins dangereux, ça tape moins sur l'avant et ça permet d'avoir une lame qui est... Donc ça, c'est super intéressant ce que vient de dire Jérôme. Là, rappelez-vous d'un truc. Comme les lames sont pas aiguisées, techniquement, en fait, c'est combien à peu près le poids d'une lame? Ça fait 1 kg. 1,6 kg. Donc on n'est pas dans les 10-12 kg. Non, Il dit c'est 1,6 kg, c'est déjà un peu lourd. Puis rappelez-vous en plus, 1,6 kg, c'est avec un tranchant épais. Ça veut dire que historiquement, si le tranchant est aiguisé, bah, tu perds encore plus de métal. Ouais. Donc là, c'est hyper intéressant, ça, justement, cette truc-là. Est-ce qu'on avait une autre question? Puis là, à mon avis, il est bientôt 22h. Moi, je dirais bientôt si ça vous va. Donc, on prendrait une dernière question, les diablotins historiques. Yeah! Ben, il y a une question du chat, puis moi, j'en aurais une aussi, puis ça serait pas mal les deux dernières. Il y a une question au niveau... Il y a une question au niveau du poids de l'arme, en fait. Il y a quelqu'un qui demande si, lorsque vous vous battez, ben, c'est quoi la force d'impact? Est-ce que vous vraiment vous frappez de toutes vos forces? Ou si, ben, justement, la force que vous donnez dans vos coups est réduite un peu? Comment ça se passe? Alors, Jérémy? Oui, alors, oui, nous, dans notre sport, c'est littéralement à 100% tout le temps. Dans mon dernier tournoi, je crois qu'on a compté 27 coups d'âge dans 31 secondes et c'était des gars qui y allaient à 100%. J'étais dans le coin. Oui, j'avoue aussi, lorsqu'on joue avec quelqu'un calibre à Dominique, non seulement il est talentueux dans le sport, mais c'est une bête. Alors, je crois que les mamans ours se sauveraient de lui-même s'il se plaçait entre les deux. Alors, comme arriver puis frapper quelqu'un qui peut peser jusqu'à 50, 60, 60 kilos de plus que toi, il faut vraiment, vraiment que tu y donnes à 100%. Donc, full speed, full impact, full force, tu vas vraiment avec toute la rotation de ton corps pour donner un impact. Le plus que tu es capable, idéalement, nous autres, si je suis capable de mettre le gars à terre avec un coup, OK. Puis normalement, quand que j'envoie quand que moi j'attaque, moi je fais de la grosse compétition. Quand que j'attaque pour deux raisons. Soit je vais essayer d'aller agripper mon gars, soit je vais essayer de le distraire. Sinon, si je le frappe pour le faire mal, pour qu'il se couche à terre. Et là, juste une question parce qu'on rigole, on fait des blagues, mais en vrai, niveau commotion, il y en a beaucoup dans votre sport ou Notre niveau de blessure est à peu près égal au football. Là, je vais vous rentrer moins dans la... Bah ouais. Moi, je fais une étude universitaire là-dessus, sur les commotions. No way! En ce moment, on est en partenariat avec l'ETS. OK. On fait une étude sur les casques, sur la protection des commotions. Et honnêtement, ça, c'est pas si pire que ça. Vraiment. Comparé à la pratique que vous faites. Ça, ben, dans le fond, on a enregistré des coups sur des casques, puis on est capable de les reproduire sur ma chaîne, authentifier ça. Wow! Ça, c'est même pas pire que ça. Il y a des améliorations qui peuvent être faites, on est en train d'étudier ça. Ouais. Mais somme toute, ça, on est même mieux padé que beaucoup de casques de football. C'est pas autant extrême que, mettons, un casque de vélo ou un casque de ski, mais c'est parce que c'est à l'inverse. C'est-à-dire, un casque de vélo et un casque de ski peuvent se permettre de dire un usage, c'est assez. Oui. Fait que tu comme un casque de vélo ou un casque de ski, tu as une chute, tu le remplaces. Ouais. Nous autres, il faut qu'ils puissent continuer. Fait que souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est tu vas avoir une coquille qui, elle, devrait durer longtemps. Et au fur et à mesure, je pense que vous avez vu, il y a du padding. Ouais. Généralement, 1 à 2 pouces de padding de mousse anti-choc à l'intérieur. Fait que ça, quand tu commences à sentir qu'il est mou, qu'il est venu, puis là, ça va aller personne par personne. Je sais qu'il y a du monde qui ne font pas. Moi, je suis un maniaque de sécurité, comme vous pouvez le voir avec mon kit. Ah, c'est bon, c'est bon. Selon ce qu'on s'enligne, en ce moment, nous autres, pour notre étude, c'est une recommandation de changer le liner une fois par année. Si tu fais une utilisation régulière, tu fais ça, ça va être correct. Puis ça? Mais, tu sais, mettons, je pense que je disais tantôt, je sais pas si c'était là, mon premier combat avec mon casque, il était tout neuf. Jérémy m'a pogné en une clé de bras, il m'a penché sur le côté comme ça. Un gars qui, avec une grande albarde, m'a whacké 3-4 fois sur la tête, j'ai presque rien senti. Mon casque a un dent encore. OK, donc ça a vraiment poqué le métal. Mais j'ai rien senti. Mais ton crâne n'a rien. Genre, moi, je suis comme on tape ça. Ouais, t'entends le son, tu sens l'impact, mais... Le mec est arrivé comme un bourrin, il a tassé Jérémy, puis je me suis remis, puis j'étais capable de construire le combat, comme ça rien était là. OK. Ouais. J'aimerais dire, notre sport, c'est surtout pas la tête qu'on a à
casting. Nos casques sont faits. C'est vraiment le bas de nos corps, nos extrémités. Les doigts? Les doigts. Alors, en ce moment, j'ai le pouce cassé. En ce moment, j'ai une épaule cassée. Quelques années passées, c'est ça, j'ai dû voiturer de la Virginie jusqu'à l'Ontario avec une hanche des bois de cap, une hache à rentrer dans mon bassin par les fesses. Le gars, il dit ça, c'est normal, j'avais la hanche déboîtée, j'ai conduit 12 heures. Conversation. Je me suis même pas arrêté pour pisser. J'avais une bouteille. Non. Ça fait longtemps que j'essaie d'expliquer à Jérémy. Jérémy, il y a deux choses que tu peux faire. Soit tu bloques, soit tu te tasses. Mais il comprend pas. Non, je fais ni un ni l'autre. T'as eu des solides blessures, mais jamais de truc qui t'a empêché, je sais pas, de travailler. Comment t'as fait pour ta hanche à la fin? Ça, j'étais à l'hôpital, ils me l'ont replacé, et puis voilà, 3-4 semaines après, j'étais en pratique. Wow. Pareil comme mon en ce moment. OK. Je ne suis pas en bonne forme pour des tournois, mais je suis en bonne forme pour passer certaines de mes connaissances à des nouveaux combattants, de donner des petits trucs. Alors, c'est ça. Avec des diablotins. Puis là, donc là, on a parlé pour le BO, c'était la force d'impact. Ouais. Comment on fait en estime historique avec la compagnie médiévale? Comment on fait pour simuler un truc? Tu sais, mais tu peux pas vraiment bûcher sur le monde parce que t'as un équipement moderne qui protège vachement bien. Mais est-ce que tu es capable quand même d'aller chercher, sans aller chercher la force du coup? Est-ce que, vu que tu te retiens un peu, est-ce que du coup tu vas moins vite? Ou est-ce que tu es capable d'aller chercher la vitesse du mouvement quand même pour avoir l'authenticité de à quoi ressemblait un vrai combat historique comme on voit dans le jeu vidéo? Honnêtement, au tournoi, les gens pas se retenir une telle force. Vous avez des tournois compétition même en escrime historique? Oui. Ok, donc il y a des blessures au space. est-ce que ça ressemble à ce qui était décrit avant? Moins grave, mais plus pété. Ok. Ça peut être des extrémités. Il n'y a pas de coupure. Pas de coupure, oui, évidemment. Tu vas avoir des perforations, des fois avec certaines armes qui ont des pointes. Ouais. Mais là encore, on a la vitalité. Donc surtout des doigts cassés. Mais ouais, ça va être des impacts, des gros impacts. Quelques commotions quand même, même avec les masques d'escrime modernes. Ouais. Surtout, c'est pas fait. Les masques d'escrime modernes sont pas faits pour se prendre des coups de. J'ai juste tranchant. Ok. Ouais, et puis là, c'est quand même un peu plus padé. Ceci dit, dans le cadre de compétition, on fait super attention à ce que les participants contrôlent un minimum leur force. Ok, faut contrôler la force. Ouais, bon, après, ça reste une compétition. Donc excuse-moi, Alex, on a perdu la caméra. T'as perdu la caméra? Attends. Je pense que ton téléphone est rentré en veille, sûrement. Oui, je l'ai rallumé. Attends, pourquoi c'est plus là? Je désactive, je réactive. Exact, sur Chef ou Discord. chef? Est-ce que ça marche comme ça? Oui, voilà, on voit ta grosse face. Trop bien. Ouais, c'est reparti. Donc oui, Jérôme t'expliquait que en fait finalement vos casques mériteraient peut-être une petite upgrade parce que le masque d'escrime moderne finalement peut-être pas la meilleure protection. On l'a, le petit upgrade, on le rajoute soit avec les moyens du bord, soit avec des trucs maintenant qui commencent à être développés un peu pour ça. Ok. Mais oui, à l'origine un masque d'escrime moderne c'est fait pour arrêter des stocks modernes. Ok. Et Blandine, tu disais par rapport à ça? Ouais, en fait, la plupart des gens vont s'acheter des casques de rugby pour le mettre sur le masque. Ok, un sous-casque de rugby qui se met en plus en dessous du masque d'escrime. Ouais, j'ai déjà fait ça aussi. Ah, ok. On a du monde, nous autres, qui utilisent ça. C'est trop bien. Oh, là, on a un petit lag. Et là, du coup, on va juste finir avec la... Le truc, c'est que la majorité des AMHE qu'on pratique à pleine vitesse, ça va être pour le combat non armuré, en fait. Okay. Donc, partant de là, on va pas partir du principe que... déjà, on va partir du principe s'arrête à la touche. Il y a peu de règles. Il n'y a pas d'enchaînement de coups. On va continuer. Tu vas pas continuer de bûcher sur le gars, tu fais un impact, tu t'arrêtes, là l'arbitre va te donner le point. Ça veut pas dire que là il est pas fort. Ok. Tu vas prendre un bleu là, c'est une question de... Et en plus de ça, on n'a pas besoin non plus de délivrer des coups pour couper des gens en deux. Ok, donc de base, si on se place dans le cadre d'un duel qu'on pourrait avoir au Messer ou n'importe quoi, on se fait entailler le bras à moitié. C'est cool de plus faire ça. Ouais. Et on avait, Franck, tu avais une dernière question pour nos intervenants aujourd'hui de la compagnie médiévale et du Doc de Montréal. Oui, dernière question en fait, puisque c'est un stream pour promouvoir entre autres la sortie de Kingdom Come Délivrance 2 qui va venir la semaine prochaine. Dernière question et mot de la fin sur votre verdict concernant Kingdom Come Délivrance. Oh! Le premier ou le deuxième? Alors le premier ou le deuxième? Alors peut-être un mix des deux. Moi, les deux, ouais, un mix des deux. Moi, il y a un truc qui me charme. Je vais commencer juste avec l'esthétique du jeu. Que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau des rues, que ce soit au niveau des accessoires. Ils l'ont dit, ils ont triché parfois. Il y a certains artefacts qu'ils ont rajoutés dans le jeu sans nécessairement être sourcés. On n'est pas dans une reconstitution historique dans ce jeu vidéo, mais on est quand même dans une évocation très immersive et ils ont vraiment réussi à redonner quelque chose. Que ce soit au niveau des couleurs utilisées, on est vraiment à
l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir du Moyen-Âge dans les jeux vidéo, et ça, sérieux, c'est trop bien. Donc, un jeu difficile, mais ça vaut l'immersion. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai juste joué un peu à Kingdom Come Deliverance le premier. Ouais. Je me suis pas encore rendu très loin. Ouais. Mais ça, moi, j'ai vraiment apprécié sur l'aspect de réalisme, tout ça, le contrôle, les différentes zones d'attaque, les combinaisons. Et tout ça, comme le mentionné, l'aspect fatigue. Je sais que tu n'es pas habitué à ça dans un jeu vidéo. C'est plate en temps, mais... non, mais l'écran gris, puis le personnage qui ralentit, ça, c'est vraiment très proche du réalisme. Moi, je commence, tu sais, à la fin du jeu, ça, c'est presque un problème. C'est un peu comme dans la vraie vie. Tu sais, moi, je commence, un combat d'une minute, j'ai bien de la misère avec ça. Mais versus, souvent, comme quelqu'un, ça fait des années qui pratique, les autres sont capables d'enchaîner genre 5, 10, 15 combats d'affilée, puis qui n'ont pas vraiment de problème, ça se voit. Fait que ça, tu sais, genre, j'ai bien aimé l'aspect de réalisme là-dessus, même si tu sais que c'est plat. L'aspect des couleurs ou ça, encore, pour une fois, pas, je vois du noir qui est du brun, le filtre brun médiéval, là. Voir ça, voir le système, je pense que des couches, ça, de protection, ça. Non, je l'ai vraiment bien aimé. La variété aux armes. Oui! La variété des armes, c'est vrai, ça. Ouais, puis elle est quand même bien. Ok, excellent. Ils ont fait un effort là-dedans. Puis c'est marrant parce que, comme vous le disiez tantôt, on voit beaucoup d'armes. Elles sont peut-être pas utilisées au maximum de leur potentiel. C'est-à-dire, il y a quelques techniques qui ont été mises de côté, sûrement pour faciliter le gameplay un peu. Mais du coup, quand même, tu avais apprécié la variété du truc. C'est ce qu'on pouvait retrouver dans les équipements. Savoir une arme ou l'autre, ça reste réaliste. Ah, ça, c'est génial. Trop bien. Est-ce que... Il y a plein de petits détails dans les animations. Par exemple, comme on disait tantôt, il change de main. Vous l'avez vu, il bloque avec la queue du personnage. Vous l'avez vu, il passe derrière. Petit détail, peut-être qu'il y a du monde qui remarque. Mais quelqu'un qui est versé dans l'histoire ou dans les arts martiaux historiques. C'est encourageant. C'est trop bien. Puis moi, c'est comment réel l'armure. L'aspect de l'armure? L'aspect d'armure. Moi, je pars sur l'armure. J'aime le rôle traditionnel tank. Je le fais en vraie vie et je le fais dans mes jeux vidéo. Mais qu'est-ce que j'ai bien aimé du jeu? C'est le fait que tu peux avoir des gens qui pratiquent la finesse, puis d'être capable de tuer efficacement que le gros bulldog s'en vient en pleine. Donc, c'est pas... Oui, toutes les builds sont là, et puis vraiment, tu peux aller te retrouver toi-même. Tu peux aller chercher ton guerrier interne. Oui, je suis un tank. Puis te spécialiser soit armure lourde, soit au contraire, justement, l'armure plus légère et d'avoir cette mobilité de plus qui va te permettre, par exemple, le gars en armure qui te court après va perdre sa stamina. Le temps qu'il arrive au combat, il avance plus vite, mais on a quand même un peu le recul, c'est ça? Ok, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les Diablotin historiques? C'était pas mal, Franck? Je pense, écoute, depuis tantôt, j'ai de très, très beaux commentaires. Les gens adorent ça à date, là. Puis ils trouvent que vous êtes vraiment des passionnés. Super intéressant à voir, à écouter. Puis justement, vous les faites découvrir vraiment un monde que je pense ils n'étaient pas habitués du tout. Donc vraiment, peut-être que vous avez fait quelques adeptes au travers, là. Je suis pas mal certain. Mais là, justement, et moi, Franck, je voulais juste te remercier à nouveau de l'occasion d'avoir pensé à nous pour la sortie du jeu. C'est vraiment trop cool. Les Diablotins historiques, Franck, on vous laisse découvrir Kingdom Come, Deliverance 2. À bientôt. Bye bye. À bientôt, les amis. Salut tout le monde. Merci à vous. Bye guys. Salut tout le monde.